Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons plonger dans les racines de notre histoire. Dans la seconde partie de cette émission, je recevrai deux archéologues qui ont suivi de très près l'affaire de la découverte du tombeau de Jésus. Vous avez pu voir le documentaire du réalisateur James Cameron qui a été diffusé mardi soir sur TF1. Alors, nous allons faire le point sur cette affaire en étudiant ceux qui sont pour, les arguments contre. Durant la première heure, en revanche, je vous entraîne dans une région bien plus proche de chez nous. Nous allons dans le Tarn avec un livre intitulé « Les mystères du Tarn », un ouvrage écrit par Paula et Olivier Astruc. Olivier Astruc, bonsoir. Olivier Astruc, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ? Nous allons essayer de le récupérer dans quelques instants. Le temps pour moi de vous signaler que ce livre est publié aux éditions de Boré et a comme sous-titre « Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires ». Avec donc Paula Astruc et Olivier Astruc, nous découvrirons des récits aussi étonnants qu'authentiques. Alors vous, si vous connaissez des histoires étranges dans votre région ou si vous voulez apporter un commentaire, vous êtes, vous le savez, les bienvenus. Posez des questions à mes invités également. Deux possibilités pour vous pour entrer en contact avec moi, avec les aventuriers de l'étrange. Vous pouvez appeler directement notre standard au 0826 300 300, 0826 300 300. Ce numéro de téléphone n'est pas surtaxé. Morad attend vos appels. Et vous pouvez encore également me contacter directement par SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrive sur l'écran d'ordinateur que j'ai précisément sous les yeux dans le studio. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Les mystères du Tarn, livre épais paru aux éditions de Boré, livre fascinant, étonnant, drôle souvent même, écrit par Olivier et Paula Astruc. Olivier Astruc, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. À la veille de la fête des mères, tous les papas vont bien. Dites-moi, Olivier Astruc, vous avez donc coécrit ce livre avec votre épouse. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de parcourir, de battre la campagne comme ça pour recueillir toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, toutes ces légendes ? Eh bien, à l'origine, on était très impliqués dans l'actualité régionale de par mon premier métier qui était avec Connaissance du Pays d'Oc, un magazine qui a lancé un petit peu la mode du régionalisme il y a, je vous dirais 30 ans. Ah oui, oui, quand Et même. puis, on a eu une parenthèse, on est parti aux Antilles travailler avec mon épouse qui est enseignante et moi journaliste. Et puis on est rentré en 2004 et on a retrouvé le pays d'origine avec beaucoup de plaisir. Et puis, on a décidé de s'intéresser de plus près à un petit peu au passé. C'est un retour vers le passé après avoir un petit peu quitté le
C'est une Et manière pour vous avec de le retrouver finalement. Grand plaisir, voilà. Ouais. On est originaire, ma femme est originaire de l'Hérault, moi par la moitié de ma famille aussi du côté de mon père, et puis on est né en Aveyron et on s'est établi à la limite du Tarn et de l'Aveyron, juste en face du viaduc du Vior. Donc on a eu envie de retrouver un petit peu et nos racines et les racines de beaucoup plus que nous, c'est-à-dire puisqu'on remonte jusqu'au Moyen-Âge. Oui, tout à fait, avec différents volets donc dans ce livre, des histoires insolites, étranges, criminelles, extraordinaires. Alors comment et où avez-vous recueilli toutes ces histoires qui sont, il faut bien le rappeler, toutes authentiques, hein, évidemment. Vous êtes allé les recueillir au plus proche de la source. Voilà, c'est-à-dire que nous on se considère pas comme historien bien sûr, mais on a une curiosité pour tout ce qui touche le patrimoine régional. Et finalement on a décidé, une fois qu'on a signé avec l'éditeur de Boré, de commencer par les archives départementales à Albi, où on a été très très bien reçus. Ils nous ont vraiment ouvert grand les portes. Et puis après, on est allé compléter nos informations avec les archives de Gaillac. On est passé à Mazamet, on est passé à Rieux-Montagnier, au centre de recherche du patrimoine aussi, où on a trouvé beaucoup de choses intéressantes sur la montagne noire notamment. Mais quand vous arrivez comme ça dans les archives départementales par exemple, vous demandez quoi? Parce que ça n'est pas classé par affaires étranges, insolites, extraordinaires. Il faut aller faire de l'archéologie, il faut fouiller là. Oui, bon, ils nous ont un petit peu dirigés en fonction de ce qu'on recherchait au début. Et puis après, c'est quand même un travail de fouineur, hein, c'est-à-dire qu'on consulte un maximum de documents. On prend, ils nous ont laissé d'ailleurs photographier les pages qui nous intéressaient ou les documents pour que ça aille plus vite que reprendre tout ça à la main. Et puis après, ça se passe très très bien. On a rencontré des gens aussi, en plus des archives, qui nous ont donné quelques témoignages beaucoup plus directs. Oui, des mémoires vivantes en quelque sorte. Voilà, exactement, des gens. En plus de ça, qui n'ont pas vécu les époques dont ils parlent, mais c'est là qu'on se rend compte que la tradition orale est restée très forte dans le Tarn, parce que les gens vous racontent des histoires qui tiennent de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère ou de l'arrière-arrière-grand-père et qui se sont perpétuées jusqu'à maintenant. Oui. Et les gens que vous avez contactés étaient, comme l'on dit, des anciens ou des jeunes qui avaient encore la culture de cette mémoire? En général, c'est quand même des anciens quand même. Au-dessus de 50 ans, je dirais. On a travaillé avec des documents en patois aussi, donc le patois est quand même un petit peu perdu chez les jeunes générations, mais les gens qu'on a rencontrés et qui étaient férus de patois, on a des voisins qui parlent encore au patois entre eux tous les jours, et c'est quand même une source intéressante au niveau de documentation. Oui, j'imagine. Alors, Olivier Astruc, vous restez avec nous, on va s'accorder une première pause et on va commencer avec une histoire que j'ai trouvée extrêmement fascinante, surtout dans le cadre des aventuriers de l'étrange. Après cette pause, vous allez nous parler d'un certain Barthélemy Teste, un potier... je dis de conditions modestes, analphabète qui plus est, et qui a produit quand même des prophéties très très surprenantes. Donc on va y revenir. Vous allez nous dire quelles sont les prophéties qu'il a données, qu'il a faites, si elles se sont révélées, ma foi, assez intéressantes ou pas, et dont une prophétie que j'ai trouvé particulièrement étonnante parce que elle est contemporaine de nous, puisque il a dit, enfin je ne dis pas ce qu'elle révèle, mais elle s'est passée a priori en 1999. Vous voyez, c'est vraiment très proche de nous. Eh oui, voilà. Au tournant du siècle. Hein. Exactement. Donc, qu'a raconté Barthélemy Teste, ce potier analphabète? Vous le saurez dans quelques instants. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Durant la deuxième partie de cette émission sur Sud Radio, tout à l'heure aux alentours de 23h, deuxième et dernier volet de notre enquête sur le tombeau de Jésus avec deux archéologues qui seront mes invités. Mais
Pour l'heure, dans cette première heure, nous restons dans notre sud-ouest, dans notre grand sud, avec le Tarn et ce livre Les mystères du Tarn, d'Olivier et Paula Astruc, aux éditions de Boré. Alors, Olivier Astruc, on va commencer donc par le volet des histoires mystérieuses et étonnantes, avec ces prophéties d'un personnage, Barthélemy Teste, dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler avant de le découvrir dans votre livre. Et oui, c'est quand même une histoire que ça fait partie des surprises quand on cherche dans les archives. Oui. On retrouve des traces d'histoires qui font partie de l'histoire un petit peu méconnue, un peu souterraine. Mhm. Il n'a pas fait beaucoup de bruit à l'époque, mais quand on relit ces documents et ces prévisions dans notre époque contemporaine, Oui. ça remonte quand même ses premières prévisions en 1868 et il a été quand même très étonnant dans la mesure où, comme vous le rappeliez en introduction, c'était quand même un potier analphabète en plus et que à la limite on a dû le considérer comme quelqu'un d'un peu illuminé à l'époque où il a fait ses prévisions, mais il y en a quand même pas mal qui se sont révélés plus ou moins exact Oui. Alors, quand même ça pose une grosse interrogation sur le fait qu'il avait même à cette époque-là 1868 donc prédit des choses jusqu'à la période quasiment contemporaine puisqu'on parlait de 1999. oui, tout à fait. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Alors, décrivez-nous d'abord l'époque dans laquelle il vivait. Enfin, situez-nous le personnage. Il vivait où? Qu'est-ce qu'il faisait? Et qui était-il en fait, pour ce que l'on en sait évidemment. Oui, alors c'était un potier donc analphabète comme on a dit de la Montagne Noire et il a jamais connu de notoriété comme un Nostradamus en tant que prévisionniste. Mhm. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas marqué son temps, curieusement, à l'époque où il faisait ses prophéties, mais c'est après, au fil de l'histoire, qu'on a pu se rendre compte que c'est quand même quelqu'un qui avait donné des prédictions non seulement régionales, puisqu'il avait même prévu un fameux tremblement de terre en Guadeloupe, qui commencerait à 10h03 et finirait à 11h du matin en Guadeloupe, et c'était en 1845. Ouais. Très étonnant comme prophétie quand même, comme voyance. Je veux dire, il est tombé. Parce qu'on imagine qu'en tant qu'analphabète, il n'avait jamais dû voir une map monde non plus, il devait même pas savoir où était la Guadeloupe. La grosse interrogation vient du fait qu'il s'intéressait un petit peu au monde entier dans ses prévisions, et puis avec des détails même assez précis. Quand il dit par exemple, à l'instant même, une étoile venant du ciel tomba à mes pieds, le vif éclat de ce météore dissipa ces animaux que je ne vis ni n'entendis plus. J'aperçus un papier fixé sur un arbre, écrit en caractères rouges, qui prédisait des processions qui devaient se faire dans tout l'univers. Et puis à partir de là, il a donné des prévisions sur 1853, 54, 58, 1860, y compris la politique. Oui. Etc. Là, lui a vécu. De Napoléon Bonaparte aussi. Oui. Hein. Lui a vécu à quelle époque? Est-ce qu'on le sait ça? Alors lui, il a écrit ses premières prévisions en 1868. Ouais. Et puis après, comme il était analphabète, effectivement, toutes ces précisions, à partir de 1869, ont été codifiées, prises en note par un notaire qui s'appelait Vabré, qui était natif de La Bruguière, c'était un voisin à lui finalement, Ouais. et qui a fait authentifier la déclaration des 22 témoins, parce qu'il y avait des témoins, par un élu communal, et l'a fait transmettre à Napoléon III. D'accord. Donc l'analphabète, finalement, par l'intermédiaire du notaire Vabré, a essayé de faire remonter, sans succès d'ailleurs, comme on l'explique à la fin de ce chapitre, jusqu'à Napoléon, qui n'en a pas vraiment tenu compte.
Mhm. Et pourtant, Napoléon avait un côté très superstitieux, on le sait, très attaché à des signes comme ça. Il était corse et visiblement dans sa famille, ces choses-là étaient prises très très au sérieux. Mais finalement, où avez-vous, parce que moi je n'en avais jamais entendu parler de ce personnage, comment l'avez-vous dégoté? Alors ça, c'est un texte qui vient des archives départementales du Tarn Oui. et qui a été relaté par Bertrand de Viviès, qui est bien connu en tant qu'historien, bien sûr, puisque il s'occupe de la Société des sciences, arts et lettres du département. Mhm. Il est aussi très impliqué dans la revue du Tarn, où on a trouvé, nous, dans les autres sujets du livre, beaucoup d'histoires vraiment, vraiment étonnantes. Et c'est là qu'on remercie vraiment les historiens, parce que nous ne sommes pas historiens. Donc, Oui, oui, oui. Oui, oui. nous, les historiens, nous alimentent et on réécrit un petit peu les histoires en s'inspirant. On prend le fait véridique des historiens et on le transpose un petit peu à notre façon. Mhm. En fait, il a un livre, Bertrand de Vigiès, qui s'appelle Les aventures de Barthélemy Teste ou les inspirations d'un potier prophète. Ouais. Et c'est quelque chose qui est sorti aux éditions Polyphile dans Les Hommes et leurs villes en 1985. Très bien. Dites-moi, Olivier Astruc, quelle est la prophétie de ce potier qui vous a le plus troublé, le plus étonné, hormis celle de 1999, parce qu'on ne peut pas dire de cette prophétie, on en parlera tout à l'heure si elle est vraie ou pas, mais quelle est pour vous celle qui vous a vraiment laissé le plus pantois? Eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup, parce qu'il a fait beaucoup de prévisions et il était très, très prolifique, malgré le fait qu'il était analphabète. Ouais. Mais il a cité notamment que le 24 février 1848, une seconde révolution devait éclater en France, par suite de laquelle le prince régnant serait renversé, que la République serait proclamée, que le prince Louis-Napoléon serait élu représentant du peuple, ensuite choisi pour président de la République et plus tard enfin élevé à l'éminente dignité d'empereur des Français. Alors à l'époque où il a écrit, effectivement, c'était en 1868, il fallait quand même avoir un petit peu de vision avancée des choses. Mhm, mhm, Et ouais. puis les histoires sur que les ennemis de la papauté livreront au pape une guerre acharnée et qu'il restera toujours victorieux de toutes les tentatives qu'on fera contre lui, etc. En fait, il a fait tellement de prévisions et quand on compare avec l'histoire officielle qui se retrouve quand même assez Mhm. vérifiable, là, il y a, je crois, un vrai mystère. Ouais. Et ce sont des prophéties à vous entendre qui n'ont pas été complètement défrichées. Donc il y a vraiment du travail à faire et peut-être d'autres perles à découvrir. Mais en faisons cesser le suspense, Olivier Astruc, cette prophétie qu'il a dictée, puisqu'il ne savait pas écrire, qu'il a dictée concernant l'année 1999. Que dit-elle? Alors, en 1999, selon ce qu'il a indiqué donc au notaire qui lui servait de scribe, si on peut dire, Oui. en 99 doit naître un enfant extraordinaire qui aura reçu du ciel la divine mission de niveler toutes les croyances et d'établir partout, parmi les hommes, l'unité de la foi. Alors là, c'est pas forcément vérifié. Bah, il va falloir attendre. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un Messie qui pointe le bout de son nez, on lui demandera tout de suite en quelle année est-ce qu'il est né. Voilà. Pour voir. Et si c'est 99, là, respect Barthélemy quand même. Hein. Eh bien, il faudra qu'on en reparle dans une vingtaine d'années. Oui, je pense parce que là, à l'heure actuelle, s'il est né en 99, il a 8 ans, quoi. Enfin, Oui. Voilà, à peine 8 petites années et un destin extraordinaire l'attend. Donc, on va voir. Ces prophéties sont remontées encore plus loin ou c'est celle qui est la plus loin dans le temps qu'il est faite? On retrouve aussi une autre prophétie pour l'année 99
1999 naîtra un enfant extraordinaire destiné à établir partout l'unité de la foi. Oui, ça oui. Le nouveau Messie, s'il existe, est encore trop jeune pour être identifié. Il reste cependant le bienvenu. Oui, ça c'est la prophétie qu'il avait dit, mais il n'y en a pas d'autres, je veux dire. Pour 99, c'est la seule qu'il ait faite. Non, dans les plus récentes, je pense pas qu'il s'était aventuré. Oui, qu'il se soit aventuré. Si loin, hein. Ouais. C'est la trace la plus contemporaine, si on peut dire, qu'on ait pu trouver. Oui. Alors, après quand même cette histoire assez extraordinaire, celle de Barthélemy Test, sur laquelle d'ailleurs on reviendra sûrement dans le courant des émissions des Aventuriers de l'étrange, parce que il y a sûrement matière à réfléchir et à creuser dans ces prophéties. Olivier Astruc, parlons un petit peu, reprenons le livre par le début, avec vous commencez par différentes recettes médicinales insolites, pour le moins, que l'on utilisait il y a peut-être pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ces recettes, j'en ai cité une d'ailleurs pour annoncer l'émission, pour guérir une migraine. Avez-vous relevé? Il faut donc prendre une chauve-souris, la fendre par le milieu, l'appliquer sur le cou du bras, et ça guérit ainsi les migraines. Bon, pauvre bête d'abord. Oui. Chauve-souris. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que les chauves-souris sont des animaux protégés maintenant en France et qu'on a d'excellents cachets pour calmer les migraines. Voilà. Donc laissez tranquilles ces pauvres bêtes qui ne vous ont absolument rien fait. Comment avez-vous retrouvé ces recettes farfelues, enfin farfelues, à l'époque elles ne l'étaient pas parce qu'elles étaient prises au sérieux. Comment avez-vous trouvé ces recettes? Eh bien, en fait, ça fait partie des archives aussi, où à l'époque, les notaires locaux consignaient en vieux français un petit peu tout ce qu'ils arrivaient à trouver. Ouais. Et puis, ça permet à partir des papiers de famille, c'est-à-dire que les gens donnaient des recettes qui se transmettaient. Quand les notaires... Ah oui, ça faisait partie du patrimoine, donc vraiment. Ah, complètement, oui. Et puis alors là, on a parlé des chauves-souris, mais alors il y a d'autres éventuellement recettes médicinales qu'on appelait à l'époque de bonnes femmes. Ouais. Dans l'esprit de beaucoup de gens, les recettes de bonnes femmes, ce sont des recettes de sorcières ou de femmes. Oui. En fait, les recettes de bonnes femmes, ça venait de bonnes femmes qui venaient, femmes en latin, c'était réputation. Donc c'était des recettes de bonne réputation. Maintenant, quand on lit le détail des recettes, on peut quand même être un petit peu sceptique à l'heure actuelle. Oui, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes pour que l'on comprenne un petit peu en quoi consistaient ces recettes qui, pour nous, maintenant, actuellement, paraissent complètement hallucinantes? Ah ben oui, on n'a que l'embarras du choix. J'en ai une là sous les yeux. Pour faire dire le secret à une femme, il faut attendre qu'elle s'endorme et poser le cœur d'un corbeau sur son estomac. Interrogez-la, elle vous répondra aussitôt sans mentir. Si ça marchait, ça se saurait. Oui. On comprend pourquoi les corbeaux ont disparu de nos campagnes. Oh, on en a encore quelques-uns par ici. Parce que il reste des corneilles, mais des corbeaux, il y en a pas beaucoup quand même. Hein. Exactement. Les pauvres bêtes, elles ont dû être massacrées à cause de ça. Est-ce que vous connaissez encore d'autres... tiens, juste en dessous de celle pour faire dire le secret à une femme, pour calmer la douleur des dents, qui a toujours fait souffrir horriblement hommes et femmes de tout temps. J'y suis passé aussi, oui. Et alors là, il faut prendre un petit morceau d'aillette et le tenir au bout des doigts dans les trous d'oreille sans le laisser glisser des doigts. Et on verra la douleur apaisée. Oui, donc il faut... Alors, je répète, il faut prendre un petit morceau d'aillette. D'aillette, c'est quoi? C'est l'ail, j'imagine? Un petit ail jeune, oui. D'accord, un petit ail jeune, donc un dans chaque main. Il faut le prendre, le tenir du bout des doigts, et avec le bout des doigts, le maintenir dans les oreilles. Donc voilà. Rien à voir avec les dents, on est d'accord, hein? C'est-à-dire que peut-être on sent encore la douleur, mais on ne l'entend plus. Oui,
Ça doit être quelque chose comme ça, et le tenir comme ça, et finalement la douleur passe. Mais ce genre de recette de bonne femme, ou de secret en quelque sorte, faisait partie du patrimoine. Vraiment, on le gardait jalousement. Ah, complètement. Et puis ça se transmettait non seulement en général de mère en fille, mais Ouais. de famille en famille, et éventuellement pour les voisins, quand quelqu'un était confronté à un problème médical un petit peu aigu. On sait très bien qu'à l'époque, il n'y avait pas la carte vitale, donc il fallait bien pour survivre trouver les moyens. Tous les Bien moyens sûr. étaient bons. Ouais. Et puis même quand on parle du secret à une femme, il y a pour faire dire le secret à un homme. Ah, Quand allons-y. il est endormi aussi, puisque Oui. bien sûr, hors du sommeil, on est trop conscient pour subir tout ce genre Oui. de pratiques. Il faut poser sur lui le cœur et le pied droit d'un chat nuag. Alors ça, on suppose que c'est un chat huant, encore faut-il en trouver, et l'interroger pour apprendre tout ce qu'il voulait cacher. Alors, il faut poser quoi? Vous m'avez dit C'est quand il est endormi, le Oui. cœur et le pied droit d'un chat huant. C'était assez gore quand même, hein, Eh ben oui, puis, dans l'ensemble quand même. On suppose qu'à l'époque, ils avaient largement de quoi se fournir en ingrédients dans la campagne environnante. J'imagine. Parce que c'est quand même, pour purger un chien, par exemple, on va passer aux animaux un Oui. petit peu, si vous voulez, rapidement. Il faut prendre une tête de mouton avec du soufre et de l'huile de laurier, purger pour lui faire manger. Et s'il y a quantité de chiens à purger, il faut prendre une brebis entière, carrément, et nettoyer les boyaux et les répartir en 4 ou 5 pas. D'accord. J'imagine que si ces recettes sont arrivées jusqu'à nous, c'est que elles ont dû donner au moins quelques résultats, a priori. Sans doute, parce que, bon, là, ça paraît un petit peu extravagant, les cas qui sont cités. Pour le moins. Et on ouais. sait très bien que dans la médecine actuelle, encore même très chimique, une bonne partie est faite à partir de plantes ou des molécules de plantes qui ont été synthétisées. Donc, Tout à fait. ils n'étaient pas si fous que ça avec leur pratique. Oui, complètement. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez connaissance de ce genre de secret un petit peu particulier pour le moins, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, les confier à Morad. Ensuite, vous passerez à l'antenne pour que nous puissions les partager tous ensemble, ou encore vous pouvez me les envoyer par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez ainsi votre recette et vous me l'envoyez au 71 200. Je la dirai à l'antenne puisque elle s'affichera directement sur mon écran d'ordinateur. Et si vous le permettez, Olivier Astruc, je donnerai une recette que j'ai découvert dans votre livre pour se garder de dormir, donc pour ne pas céder au sommeil, hein, si j'ai bien compris. Oui, oui. Alors, il faut mettre sous le chevet donc de la personne, notre chevet si on ne veut pas dormir, les yeux ou la queue d'un rossignol. Et ben voilà, tant qu'il reste des rossignols, Oui. c'est pas conseillé d'essayer. Ben, non. Enfin, ça paraît on dit peut-être dormir comme un oiseau après. Oui, peut-être. Mais enfin, quand même, c'était très particulier quand même. Bien sûr. Puis je vais vous dire, si on a le choix entre les yeux ou la queue du rossignol, je crois que je choisirais la queue. Oui, tant qu'à faire, ouais. Parce qu'il y a d'autres éléments comme, pour guérir les migraines, attraper une chauve-souris et la fendre par le milieu. Oui. C'est quand même très sanglant tout ça, malgré tout. Olivier Astruc, on s'accorde une petite pause et on va continuer à parler des guérisseurs tout à l'heure. Ce que vous nommez, je suppose que c'est en patois, évidemment, les tétaires et les débinaires, c'est ça? Ah oui. Voilà, on en parlera tout à l'heure parce que comme évidemment à l'époque où cela se passait, les médecins, il n'y en avait pas dans toutes les campagnes, eh bien il fallait se tourner vers des gens qui avaient des dons, des qualités ou du moins un savoir pour essayer de guérir. 0826 300 300, si vous en connaissez, appelez-nous pour nous les dire à l'antenne. Et ensuite, tout simplement, par SMS, vous tapez Sud sur votre portable et un espace, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie d'Olivier Astruc, qui a écrit avec son épouse Paula Astruc un livre que je vous recommande, Les mystères du Tarn, surtout si vous habitez le département ou les départements limitrophes, ou même vous qui nous écoutez, où que vous habitiez. C'est vraiment un livre plein d'enseignements, beaucoup d'humour quand même dans votre manière d'écrire et dans les histoires que vous avez choisies, Olivier Astruc. Oui, bien, disons que on s'intéresse beaucoup à l'histoire, mais nous ne sommes pas historiens, donc l'histoire nous abreuve un petit peu de divers sujets, on picore dedans, et puis on a trouvé que par rapport à la rigueur et à l'académisme des historiens patentés, dans un souci de vulgarisation, il était peut-être bon de présenter les choses de façon un petit peu plus légère, des fois un petit peu gaillarde, des fois un petit peu paillarde, ou avec une certaine émotion quand le sujet s'y prête. Bien sûr. Alors, avant de passer donc aux guérisseurs des Binaires et les Tétaires, j'espère que je le prononce pas trop mal, que ceux qui parlent patois m'en excusent. Il y a un SMS qui vient d'arriver, absolument pas féministe pour un rond, qui dit: pour faire dire un secret à une femme, il suffit de lui dire de ne pas le répéter. Je vois que vous avez de bons informateurs de vos côtés. Écoutez, je lis les SMS qui me parviennent. Donc, si vous voulez envoyer des SMS, 71 200, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un petit espace, ensuite vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. Alors, Olivier Astruc, parlons des Tétaires et les Débinaires. C'est comment? Ce sont qui? C'était qui ces gens-là? Des guérisseurs finalement. Alors là, ce sont des guérisseurs, mais c'est un sujet, puisqu'on a écrit le livre à quatre mains avec Paula, mon épouse. C'est elle qui a traité ce sujet, et je pense qu'à la veille de la fête des mères, et en tant que femme, elle est sans doute très bien placée pour vous en parler. Je vous la passe. Très bien. Et en attendant, je lis un SMS qui vient de nous parvenir d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous précise que sa mère utilise toujours du laurier et de l'huile pour purger les chiens. Comme quoi, finalement, cette ancienne recette avait un fond de vérité, puisque des personnes continuent à utiliser du laurier et de l'huile pour purger les animaux. Paula Astruc, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je voulais juste vous dire que, si vous voulez, nous avons choisi quand même dans les recettes médicinales qui sont citées, nous avons choisi bien sûr les plus pittoresques, celles qui étaient quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont effectivement des recettes qui sont tout à fait valables. Oui, moi j'avais une grand-mère qui soignait par les plantes, donc j'ai retrouvé beaucoup de recettes qu'utilisait mémé, donc mais bon, ça c'est parce que bon c'est normal, hein, on peut pas tout citer, on a cité, si vous voulez, le plus extraordinaire et le plus... Bien sûr, le plus extravagant également, voilà, de temps en temps. Voilà. Oui, tout à fait. Le plus drôle, surtout. Oui. pas pour les animaux, mais... Non, pour certains animaux, non, c'était pas drôle non, du tout. Non, c'était pas drôle du tout, je vous assure. Ils se retrouvaient au cœur de la recette, bien malgré eux, les pauvres. Non, surtout couper la langue d'un chien pour en sauver un autre... C'est très particulier. C'est très particulier. Alors, parlez-nous de ces guérisseurs, parce que, évidemment, à cette époque-là, jusque même après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas des docteurs dans toutes nos campagnes, évidemment. Bien sûr. Et donc il y avait dans chaque village, ou du moins dans chaque canton, ce qu'on appelle le canton maintenant, il y avait un guérisseur, ou plusieurs même, et dont certains étaient vraiment remarquables. Oui. Et alors, quelle est la différence entre Débinaire et Tétaire? Alors, oh là, elle est énorme. Ah bon? Oui. Le Débinaire, c'était un guérisseur par secret. Alors, si vous voulez, il définissait, il déterminait l'origine du mal, et puis il soignait. Alors il y avait quand même beaucoup de messes, etc. Alors le Tétaire, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui remonte à la nuit des temps. Le dernier Tétaire est mort en 1957, et nous nous sommes inspirés de la thèse de Valérie Cabrol, qui est une jeune femme qui a fait une thèse remarquable sur les Tétaires. Les Tétaires étaient, si vous voulez, je vais vous expliquer. Lorsqu'une femme accouchait,
qu'elle devait allaiter l'enfant et que soit parce qu'elle avait un abcès, soit parce que le mamelon était rentré, le bébé ne pouvait pas téter. Oui. Et donc pouvait mourir par là même. Enfin, et c'est-à-dire qu'il allait mourir de faim, puisque les bourgeoises, donc les femmes qui avaient de l'argent, pouvaient se payer des nourrices, mais à la campagne, vous savez, s'il n'y avait pas de lait, à part s'il y avait une voisine qui accouchait en même temps, mais c'était pas toujours le cas. Donc il fallait absolument vider l'abcès, si c'était un abcès, ou faire sortir ce mamelon. Donc il y a une coutume qui remonte vraiment à la nuit des temps, et on choisissait le fou du village, un petit peu, vous savez, le débile, l'innocent du village. Il fallait qu'il soit vieux, hein, donc le vieux débile du village. Et c'était lui qui était chargé d'aspirer donc le mamelon, pour que le lait sorte, le pu aussi. C'est comme ça. Et lorsque tout était fini, si vous voulez, le bébé pouvait téter à nouveau. Et alors il y avait évidemment des jeunes femmes, parce qu'elles étaient, vous savez, on avait des enfants très jeunes à l'époque, donc elles étaient pudiques, hein, c'était pas facile pour elles. Donc quand elles refusaient, parce que par pudeur, on mettait un petit chiot ou bien un petit cochon. Et c'était eux qui tétaient et qui permettaient à l'enfant finalement de survivre. Ou bien on allait dans la vallée du Touré et puis on priait Sanguinou, qui était un saint qui permettait justement l'allaitement, enfin qui permettait à l'enfant d'allaiter. Voilà. Alors le tétaïre, c'était vraiment quelque chose de très particulier. C'était pas, si vous voulez, ni sorcier, ni c'était quelque chose de très mécanique et qui existait dans la montagne noire, mais également à Montpellier, dans tout le Languedoc en fait. On a retrouvé des traces dans tout le Languedoc. C'était vraiment très très particulier. Oui, et le dernier, nous avez-vous dit, est quand même décédé dans les années 50. Oui, donc Valérie Cabrol. C'est vraiment contemporain. Il est mort en 1957, mais elle explique que Germaine, donc qui est une femme qui lui a raconté donc tout ça, a accouché en 1925 à 23 ans, et le dernier tétaïre, donc Pierril, qui est mort en 1957, lui a sauvé la vie en venant la téter 3 fois par jour. Alors, je vous lirai pas, je sais pas si vous l'avez lu, mais je crois tout que à fait. âme sensible s'abstenir parce que parce que là c'était quand même redoutable. C'était gore, oui. Oui, quand et même. C'est dur, mais bon, c'était l'époque, hein, c'était comme ça. Et ça lui a permis d'avoir la vie sauve au moins. Elle certainement, parce qu'il y avait des infections et l'enfant surtout, le bébé, quoi, parce qu'il y avait déjà tellement de mortalité infantile, bien sûr. Le taux de mortalité était effrayant, et donc ça sauvait l'enfant et ça sauvait la mère. Oui. Et alors, vous citez plusieurs cette fois-ci. Alors eux. Alors là des guérisseurs. Donc. Des guérisseurs, voilà, des guérisseurs qui avaient un secret, des débinaires, donc. Alors les débinaires, c'était le sorcier. Il faisait partie des guérisseurs. Il donne un exemple. Enfin, nous on a relevé un exemple. Toutes les maladies lentes accompagnées de fièvre, il faut enfermer une araignée dans une petite boîte, ou à défaut un morceau de papier, puis le jeter dans le Tarn, en tournant le dos à la rivière et en ayant bien soin de ne pas regarder vers quel endroit le courant l'entraîne. Alors, moi j'ai ajouté que sans être sorcier, on peut deviner que la malheureuse araignée filera en aval. Oui. Comme c'est un secret, on ne le dira pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, vous en citez quelques-uns, dont notamment un qui s'appelait Janou le Grelot, qui était un personnage assez pittoresque. Hein. Il était coiffé d'un vieux shako galonné de papier doré, la poitrine constellée de nombreuses et chimériques décorations. C'est un paysan trapu aux jambes arquées, la face large, moins qu'intelligente. Ils sont pas gentils, mais bon. Oui. Il passait pas inaperçu, cela dit. Hein. Parcourait les rues de la ville les jours de foire avant de se rendre à l'auberge où il recevait ses clients. En fait, il avait le sens de la publicité avant l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'on le remarquait, il passait pas inaperçu. Et il guérissait la glace à Dour, c'est-à-dire c'est la maladie de langueur, la dépression en fait. Hein. Et alors, c'était pas un sort. L'armacier, lui, guérissait le débinaire, guérissait les sorts. Et lui, c'était des maladies qui avaient pour origine, vous savez, on disait, il faut pas se mettre dans les courants d'air. Les grands-mères disaient toujours attention. Et alors, on appelait ça la glace à Dour. Et c'était une imprudence, en fait. On avait bu, par un jour de grande chaleur, de l'eau glacée. On s'était trouvé dans un courant d'air froid. Son sang s'est glacé. En fait, c'est glansat, ça veut dire le sang s'est glacé. Et lui avait une particularité. Il utilisait criblait l'eau. Voilà. Alors, il criblait l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut
dire à la fontaine, il faisait couler l'eau d'une fontaine dans un crible. Il la secouait comme on filtre le grain, vous savez, ou du sable, quoi. Oui, avec un tamis, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Et selon la façon dont l'eau s'écoulait à travers le tamis, lui seul savait exactement, et il déterminait la nature et l'origine de la maladie. Et il donnait le remède adéquat, que tous respectaient à la lettre, parce que curieusement, ça marchait. Ah bon? Ah oui, ça marchait. Et alors ils ont l'auteur de l'article, dont ça c'est encore les archives du Tarn, c'est une mine, vraiment c'est super. Et il a mené une enquête et il a découvert que le don de ce Janou le Grillo, il y a plus de 100 ans, à l'époque où il parlait, des soldats espagnols passèrent à Grelle, donc là où il habitait, et ceux qui logèrent chez les ancêtres de Janou furent reconnaissants du bon accueil, et ils ont donné à l'ancêtre le secret qui s'était transmis de famille en famille. D'accord. Et il est vrai que de nombreux Espagnols, à la suite de troubles politiques survenus en Espagne, se sont réfugiés à cette époque-là dans le Tarn et ses environs. Et il est vrai qu'en Espagne, il existe des sorciers appelés chevaliers du crible, qui sont détenteurs d'un pouvoir de guérison. Oui. Et voilà. C'est assez curieux. Et d'autant plus que les anciens considéraient la passoire et tout ce qui était tamis comme un objet sacré, car elle figurait les nuages laissant passer la pluie, était toujours bienvenue pour les paysans. Oui. Et on appelle ça la koskinomancie ou kossinomancie. Oui. C'est très intéressant. Vous restez avec nous, Paula Astruc. Une pause à nouveau et on va continuer avec vous à découvrir ces mystères du Tarn tout à fait fascinants. Il y a évidemment plein d'histoires que vous avez relevées sur plusieurs débinaires, bien entendu. Mais il n'y a pas que ce sujet que vous avez abordé. Bien d'autres sujets. On va y revenir dans quelques instants, notamment peut-être dans les légendes sur la naissance dans le Tarn, et j'ai découvert à travers votre livre que Castres a été le berceau de l'école des sages-femmes au XVIIIe siècle. Oui, c'est quelque chose qui a été révélé par le Conseil général du Tarn, donc, et ils ont fait une expo aux archives du Tarn et nous avons pu consulter donc le petit fascicule qu'ils avaient fait. Moi, j'ai été passionnée par j'imagine. Ça. Il est très intéressant, vraiment. On va y revenir dans quelques instants. Vous nous envoyez vous-même vos recettes si vous en connaissez et si vous pouvez les divulguer évidemment. Vous appelez au 0826 300 300 ou encore Morad est là au standard pour vous accueillir, ou encore vous les envoyez par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Durant la deuxième partie de cette émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous vous présenterons le deuxième et dernier volet de notre enquête sur le tombeau de Jésus, sur ce qui est présumé être le tombeau de Jésus. Deuxième partie de l'enquête avec deux archéologues qui viendront nous rejoindre, et on reparlera évidemment de ce documentaire signé James Cameron, quand même, ce qui est pas n'importe qui dans le monde de la réalisation. On lui doit plusieurs films américains qui ont fait des gros succès, notamment Abyss par exemple, et ce documentaire est passé sur TF1, peut-être l'avez-vous vu, c'était mardi dernier aux alentours de 23h20. Mais pour le moment, nous sommes dans le Tarn avec Olivier et Paula Astruc qui viennent de publier aux éditions de Boré, un livre passionnant qui s'intitule Les mystères du Tarn. Paula Astruc, j'ai découvert donc en vous lisant que Castres a été vraiment le berceau de l'école des sages-femmes. On remonte au XVIIIe siècle tout de même. Voilà, c'est ça. Grâce à Jean-François Icard, qui était chirurgien, et l'évêque de Castres, Monseigneur de Royère. D'ailleurs, vous appelez ça l'union sacrée entre le goupillon et le bistouri. Oui, c'est l'union sacrée du goupillon et du bistouri. C'est formidable, non, que la science Ah oui, tout à fait. et la religion se rejoignent. C'est très bien. Et bon, il faut dire que les matrones étaient vraiment, elles n'étaient pas formées. Il y avait quand même, il y avait énormément de décès,
non seulement à la naissance, mais dans les semaines qui suivaient l'accouchement. Une femme sur 10 mourait en couche et un enfant sur 4, je crois, j'ai pas vraiment le chiffre, mais c'était à peu près ça. Et 200 ans avant, Montaigne avait dit, j'ai perdu 2 enfants au maillot, non sans fâcherie, mais sans chagrin excessif, parce qu'ils étaient résignés. Ouais. Hein, c'était vraiment, ça faisait partie malheureusement. Et ces 2 hommes, qui étaient 2 humanistes, ont été révoltés finalement, chacun de leur côté. Un de voir tous ces enfants qui mouraient en couche, et puis le Monseigneur de Royère, qui était un peu désespéré de baptiser tous ces petits corps sans vie, quoi. Donc, et c'était le savoir professionnel. Donc, ils ont décidé de s'unir et ils ont créé une école de sages-femmes. Alors, il y avait déjà avant une femme chirurgienne, Madame Bourgeois. Bon, elle était à Paris, son mari était patron de l'Hôtel Dieu, je crois. Ouais. Et donc, si vous voulez, elle était privilégiée et les femmes qui allaient accoucher là étaient des privilégiées. Tant mieux pour elle, hein, on ne regrette rien. Elle était très compétente. Il y a pas de, c'était comme ça, c'était l'époque. Et il y avait aussi Madame Ducoudray qui n'avait aucune qualification, mais qui avec l'aval de Louis XV avait pu. Elle parcourait toute la France avec un mannequin qui d'ailleurs sert à améliorer dans les écoles de sages-femmes actuelles, mais bon, son mannequin coûtait très très cher. Moi j'ai lu qu'elle était morte riche et célèbre, donc voilà, c'est vrai que c'était une noble un peu désargentée, mais avec très humaniste, très vraiment avec beaucoup de cœur, mais elle n'avait aucune formation médicale et d'ailleurs moi j'ai lu plusieurs critiques les médecins étaient assez bon, elle n'était pas tout à fait académique. Ouais, et donc là c'était quand même disons un membre de l'Église et surtout un chirurgien. Donc lui, pour faire éclater un peu le scandale, parce que bon, ils avaient déjà les notions de publicité quand même à l'époque, et il a écrit une brochure en 1782 qui est intitulée Requête des enfants à naître contre les sages-femmes, qu'il a sous-titré Facétie, envoyé en 1789 aux États du Languedoc. C'est écrit sur le mode de l'ironie, c'est un réquisitoire, et ce sont les enfants qui, il fait parler un enfant qui va naître, voilà, dans le ventre de sa mère, et qui dit nous ne sommes pas en sûreté pour entrer dans le monde. Ce n'est qu'en tremblant que nous osons nous y montrer, étant continuellement maltraités par certaines femmes qu'on appelle matrones, qui à propos de bottes viennent nous harceler dans nos casemates, malgré nos précautions à tenir nos portes fermées. Alors si la curiosité nous porte à mettre la tête dans un être, on nous accroche lestement avec la queue d'une lampe ou d'une cuillère à peau, ou bien avec le crochet d'une romaine, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait les forceps, en fait, c'était tout ce qui leur tombait sous la main et qui avait un crochet, et ça pouvait être le tisonnier, ça pouvait être bon. Voilà, c'est avec ces machines infernales qu'on nous saisit sous le menton à la bouche, aux oreilles, bon. Et voilà, et puis quand on meurt, et ben on dit à nos mères que c'est Dieu qui l'avait voulu, quoi. Alors, voilà, ils n'avaient pas d'autre choix de toute façon, mais il y avait pas mal de croyances dans les campagnes qui étaient quand même assez effarantes. Je vous en lis une, je vais vous citer, vous nous en citerez d'autres après. Par exemple, pour que l'accouchement se passe bien, son mari doit se rendre à l'église pour nouer la ceinture de sa femme au battant de la plus grosse cloche qu'il fera sonner 3 fois. Oui. Bon. Bonjour la discrétion, hein. Oui, non, mais ça, c'était râpé, de toute façon. Oui, ça, c'était râpé. C'était râpé. Mais il n'y en avait pas d'autres, c'était pas la seule. Est-ce que vous pouvez nous en citer d'autres? Voilà, alors, c'était, pour mettre un enfant au monde sans douleur, la femme doit, dès le début du travail, ôter tous ses bijoux, surtout ceux en or, allumer le cierge de la chandeleur, porter la chemise de son mari et coiffer un bonnet en coton. Bon. Voilà. Oui. C'est simple, hein? Oui, tout à fait. Alors, également des superstitions, parce que là, on est dans l'ordre de la superstition. Oui. Pour que l'enfant, plus tard, n'ait pas de mauvaises mœurs, aucun homme ne doit entrer dans la chambre de l'accouché durant 3 jours, sauf s'il a laissé son chapeau à la porte et qu'il porte la crémaillère de la maison autour de son cou. Bon, déjà, faut avoir gardé la crémaillère. Oui, déjà. Et puis, il faut se la faire passer. On rentre pas plus d'un, évidemment. Il faut, enfin, je veux dire, c'était, vous savez, moi, j'ai pensé que c'était, je l'ai dit d'ailleurs, c'était peut-être pour assurer le repos de la mère et de l'enfant, parce que, franchement, porter la crémaillère de la maison autour de son cou, je vois pas quel homme, surtout à l'époque, aurait aimé faire ça. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être, c'était aussi, ils essayaient, vous savez,
c'était une autre époque. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que à ce moment-là, la maman avait la tranquillité au moins pendant 3 Voilà, jours. pendant 3 jours, et c'était très important. Et les femmes restaient entre elles également. Tout à fait, oui. C'était, Et alors, une autre, parce que évidemment souvent, parce que vous l'avez dit, une femme sur 10 mourait en couche quand même à cette triste époque-là. Et des suites de couches. C'était vraiment... C'était affreux. Bah oui. Alors, si les souffrances deviennent insupportables, il faut percer le toit de la maison avec une flèche. Encore, on se dit, bon, jusque-là, déjà une à flèche. peu près, c'est On jouable. n'est pas chez les Indiens. Mais Hein. avec une flèche ayant tué successivement un sanglier, une ours et un homme. Oui, elle avait le temps de souffrir, hein, à mon avis. Ah bah, elle avait le temps de mourir, la pauvre femme. Elle avait le temps de mourir, oui. Je crois que c'est tout simplement pour dire que c'était impossible, quoi. Je crois que c'était un aveu d'échec, c'est tout. Oui. Voilà. Et alors, Oui, ils ont quand même abrégé. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être trop difficile, hein, puisqu'après ils disent qu'on peut aussi percer le toit avec une hache ou un sabre de bataille que l'on aura retiré du corps d'un homme avant que celui-ci ne soit tombé à terre. Mais là aussi, fallait le trouver, le bonhomme. Hein. Oui. Pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un enfant meure. C'est quand même. Oui, c'était un peu ça, la symbolique, finalement, vous avez raison. Oui. Et alors, en revanche, une croyance que j'ai encore entendue, oui, il y vous allez parler. Il y a pas très très longtemps, quand un enfant naît coiffé. Être né coiffé, voilà. oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, lorsque le nouveau-né est expulsé, il arrive parfois que la poche des os ne soit pas rompue. Oui. Que souvent on dit, bon, la femme a perdu les os, mais il arrive qu'une femme ne perde pas les os et que l'enfant naisse finalement dans la poche, quoi. Oui. Et alors, la tête de l'enfant apparaît entourée de la membrane amniotique. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit... Et alors, au Moyen-Âge, on se méfiait des sages-femmes. Vous savez, elles étaient soupçonnées d'être sorcières. D'ailleurs, ça vient de sorcières, hein, de Sagat, je crois. Enfin, bon, je vous assurerai pas, mais enfin. Et elles étaient soupçonnées de voler cette membrane pour préparer de puissants filtres d'amour. Alors, l'Église exigeait qu'on lave la coiffe à grande eau et qu'on la fasse disparaître. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on a découvert la richesse des cellules du cordon ombilical et du placenta et qu'on les utilise à des fins médicales et cosmétiques. Hein. Oui, tout à fait. Quand même, c'est vrai. Et c'était considéré comme quelque chose qui avait un pouvoir, qui avait, c'était quelque chose d'assez miraculeux, quoi. Enfin, c'est bizarre, hein, ce qui est empirique se retrouve. Ouais, et ça a perduré jusqu'à nos jours. On dit qu'un enfant né coiffé aura des talents particuliers, des dons particuliers. Ça veut dire qu'il est né pour le bonheur. Voilà. Comme un enfant qui a les dents écartées, ce sont les dents du bonheur. C'est vrai. Et là, le nouveau-né, lorsqu'il naît coiffé, c'est-à-dire lorsque la poche des os n'a pas été percée, on dit que c'est l'enfant de la chance. C'est vrai. Et alors, les enfants également, qui naissent le jour d'un fait d'armes, verront, alors on se dit tiens, ils seront vigoureux au combat, ils seront vaillants, non pas du tout, verront leur âme sortir ou rentrer à volonté de leur corps, c'est-à-dire qu'ils pourront sortir de leur corps comme ils le voudront, ils tourmenteront force gens durant leur sommeil, pour devenir eux-mêmes sorciers sous le nom de masques. Oui, et alors, moi, je n'avais jamais entendu ça. Dans les proverbes qu'on a cités, j'en avais entendu. J'ai 63 ans, donc j'ai quand même entendu pas mal dans ma jeunesse. Donc, j'ai entendu pas mal de trucs. Mais ça, par contre, je ne l'avais jamais entendu. Et c'est apparemment tarné. Hein, ce sont des proverbes qu'on a trouvés, des superstitions qui étaient dans le temps. Oui. Alors malheureusement le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit détour parce que bon, il y a des histoires extrêmement croustillantes et très drôles concernant notamment un chirurgien d'un groupe de dragons qui était un corps d'armée qui, sous prétexte de soigner une jeune femme, le doigt de base, lui fit subir des choses que bon, à cette époque-là, la morale réprouvée, bien entendu. Et la pauvre jeune femme s'est retrouvée enceinte sans comprendre pourquoi. Oui, la pauvre, oui. Ça, c'était... Elle avait 30 ans, et vous savez, à 30 ans... elle était jeune fille. Oui, encore. Voilà, elle était considérée comme une vieille fille. Elle avait coiffé Sainte-Catherine. Et la pauvre femme, la pauvre jeune femme, elle avait des maux de ventre, et puis
ce médecin des dragons lui a promis qu'elle irait mieux parce qu'il faudrait qu'avec son doigt il aille un petit peu voir. Et effectivement, mais elle était un peu gênée et alors il lui a dit écoutez, vous viendrez. Ses parents étaient tapissiers, elle. Et alors il lui a dit écoutez, comme vous êtes pudique, vous allez vous cacher derrière le rideau sur les tapisseries, donc les tentures. Et il lui a dit et avec le doigt je vais voir. Et évidemment, elle a trouvé ça très bien, ça lui a fait beaucoup de bien, mais apparemment, ce n'était pas le doigt qu'elle avait mis, puisqu'elle s'est retrouvée enceinte, la malheureuse, et ça a duré quand même 3 ou 4 mois. Bon, c'est vrai que, mais vous savez, les historiens qui racontent ça, on a trouvé ça dans les archives du Tarn, ils avaient des réunions, et voilà, quand un pouvait trouver une histoire croustillante, vous savez, ils sont pas toujours austères et sérieux. Ah non, j'imagine, ça a dû les faire beaucoup rire, effectivement. Oui, et puis j'en ai trouvé d'autres, mais qu'on n'oserait même pas raconter. Alors, oui, peut-être au Chevalier du Ciel, ils vont pas là. Hein, oui, tout à fait. Au Chevalier du Ciel, eux, ils seront ravis, ça les fera beaucoup. Mais pas vous, hein, non, on se permettrait pas. Cela dit, enfin, il y en a quelques-unes qui étaient très drôles. Mais bon, se reporter à votre livre dans ces cas-là. Alors, juste quand même, avant de se quitter, un petit détour du côté des... Alors, je ne savais pas qu'il en existait des mégalithes. Oui, les mégalithes d'Alban. Ah oui. Oui, alors figurez-vous que nous étions à une signature et que nous avons un descendant des seigneurs d'Alban est venu acheter un livre et je lui ai quand même dit que ce n'était qu'une légende parce que le seigneur, les seigneurs dont il descend, franchement, son château a été brûlé, donc j'espère que c'est une autre dynastie pour lui. Oui, tout à fait. Et alors, quid de ces mégalithes alors? Bah, écoutez, ce sont des mégalithes, tout simplement, hein. Mais il faut disons que quand on ne comprend pas quelque chose, surtout à l'époque, bon, ça a été raconté en 1835 à Claude Tessier, donc c'est toujours les archives du Tarn, bien sûr, et c'était à Fraïs, donc dans la région d'Alban, et eux, ils avaient une explication très simple, c'est que c'est la Vierge qui s'était opposée à Satan dans un lancer de pierre digne des Jeux Olympiques, et voilà, donc ce seigneur qui était sanguinaire, qui était vraiment épouvantable et en plus avare parce qu'il partageait même pas avec ses compagnons. Un jour, ses compagnons l'ont abandonné. Il s'était mis de connivence avec les valets donc du château et ils l'ont abandonné, ils sont rentrés, dont lui il a mis certainement plusieurs jours à rentrer. Quand il est rentré, sa femme et ses enfants avaient été tués et le château pillé bien sûr. Et puis il s'est évanoui quand il a vu ça et il a vu l'apparition de sa femme qui lui disait qu'il pourrait les rejoindre au ciel s'il se repentait. Et donc quand il s'est réveillé, il a construit une espèce, il est devenu clodo quoi. Il est resté dans les ruines de son château et il a prié la Vierge, il a donné tous ses biens aux paysans qu'il avait volés et donc le jour où il est mort. Alors il avait fait, oui parce qu'il avait été arrêté et il avait pu se sauver parce que le diable lui était apparu, toujours pareil, le pacte du diable, donc quand tu mourras, tu vas t'évader et quand tu mourras, bien sûr, ton âme sera à moi. Oui. Et la Vierge a été émue quand même parce que pendant des années il est mort très vieux, donc il s'était repenti et donc elle a fait un pacte avec le diable et il avait fait une croix, une croix, le diable, donc voilà, c'était pas valable, etc. Et puis voilà, ils ont joué donc l'âme de ce seigneur. Il y avait deux pierres énormes et voilà, ils ont joué celui qui lancerait le bloc de pierre le plus loin. C'est celui qui aurait l'âme. Et alors le diable a lancé évidemment très très loin et puis la Vierge a pris ça avec délicatesse et on aurait dit que ça volait dans le ciel et puis hop, elle a eu la médaille d'or, lui la médaille d'argent. Voilà. Et l'âme de ce brave homme a été est parti au paradis avec ses enfants. Vous savez, c'est très moral. Ah oui, complètement, j'imagine. Oui, donc je pense que le seigneur d'Alban que nous avons rencontré, qui est charmant d'ailleurs, sera ravi de la conclusion. Bien. Et en paix avec l'âme de son ancêtre. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Paula Astruc, de nous avoir accordé ces quelques instants, ainsi que votre époux Olivier. Oui. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les Mystères du Tarn. C'est aux éditions de Boré. Et le sous-titre de ce livre, Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires. Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Et on termine cette première partie de l'émission avec un SMS qui est arrivé au 71 200. Vous savez que je vous avais parlé tout à l'heure de ce remède que j'ai découvert dans le livre d'Olivier et Paula Astruc pour soigner les migraines, prendre une chauve-souris, la fendre en deux, ensuite l'appliquer sur le cou du bras. Le SMS dit pas mal le coup avec la chauve-souris, mais c'est qui a le plus mal à la tête? Évidemment, c'est assez amusant. Si vous voulez envoyer vos SMS, 71 200, c'est le numéro de téléphone. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. Ou vous appelez Morad au 0826 300 300. Dans quelques instants, deuxième partie de cette émission avec l'enquête concernant le tombeau de Jésus qui aurait été découvert dans une banlieue de Jérusalem. Nous allons en parler avec deux archéologues qui sont en notre compagnie et nous nous poserons les bonnes questions et nous essaierons de vous donner des éléments de réponse pour savoir si le documentaire de James Cameron disait vrai ou pas. À tout de suite. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. L'enquête. Rappelez-vous, une information avait fait grand bruit dans le monde archéologique et dans le monde chrétien et catholique, puisque il y a quelques semaines de cela, nous avions consacré un premier volet d'enquête à une découverte archéologique tout à fait étonnante. James Cameron, grand réalisateur américain, annonçait à grand renfort de publicité la réalisation et la projection imminente d'un documentaire mettant en valeur une découverte archéologique dans un endroit de Jérusalem, dans une banlieue de Jérusalem, d'une tombe qui a été découverte de manière tout à fait fortuite lors de construction. Dans cette tombe, des ossuaires ont été découverts et ces ossuaires, chaque petit ossuaire, une espèce de petit sarcophage où l'on mettait les os donc de la personne décédée. Plusieurs ossuaires ont été découverts avec sur chaque ossuaire un nom gravé dans la pierre. Sur un de ces ossuaires était gravé Jésus, fils de Joseph. Sur un autre était gravé le nom de Marie. Sur un troisième, Marie-Madeleine. Et sur un autre, enfin, était gravé le nom de Judas, fils de Jésus. Évidemment, James Cameron s'est emparé de cette affaire, a réalisé un documentaire. Ce documentaire, peut-être l'avez-vous vu car il a été diffusé sur la chaîne de TF1 mardi soir aux alentours de 23h20. Le deuxième volet de notre enquête donc consiste à faire le point sur ce documentaire et à faire le tri des arguments qui sont recevables et d'autres qui ne le sont pas. Deux invités avec moi pour justement nous éclairer sur ce dossier. Les deux invités qui étaient précédemment avec moi dans Les Aventuriers de l'étrange lors du premier volet de cette enquête, deux archéologues. Le premier qui vient nous rejoindre s'appelle Jean-Olivier Gransart-Desmond. Bonsoir. Jean-Olivier ? Est-ce que Jean-Olivier est en notre compagnie ? Je vais passer au second qui est avec nous, Jean-Sylvain Cailloux. Bonsoir. Ah, nous n'avons ni l'un ni l'autre, décidément. Jean-Sylvain Cailloux qui est en direct avec nous depuis la Turquie, qui est un archéologue qui est spécialisé dans les tombes de Palestine, puisqu'il a fait une thèse sur ce sujet, et il a fréquenté l'école biblique de Jérusalem. Jean-Sylvain Cailloux, est-ce que vous êtes avec nous ? Nous avons peut-être alors Jean-Olivier Gransart-Desmond. Oui. Vous m'entendez cette fois-ci ? Oui, voilà, Jean-Olivier, ça y est. Bonsoir plutôt. On vous a retrouvé. Bonsoir, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Très bien, très bien. Ravi de vous retrouver à nouveau sur Sud Radio. J'imagine que vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt ce documentaire qui est passé mardi dernier sur TF1. Oui, en effet, oui. Bon. J'ai été un peu déçu par le débat qui a suivi, je vous avouerai, mais bon. Oui, tout à fait. Ça, je vous l'avoue. Même, j'ai même été quelque peu déçu par la teneur du documentaire également, qui avait un côté, mais enfin bon, un traitement à l'américaine. Ah, ça, c'est justement le principal reproche qui lui est fait, et oui. Ce à juste titre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nous allons y revenir en détail. Alors, en revanche, est-ce que on a retrouvé Jean-Sylvain Cailloux, qui est en direct avec nous depuis la Turquie. Jean-Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Vous voilà enfin. Bon, comment allez-vous ?
Eh ben écoutez, je vais très bien, et vous-même? Eh ben écoutez, parfait, surtout ravi de vous retrouver finalement. Oui, également. Alors, avez-vous eu le temps, vous, de regarder ce documentaire signé James Cameron? Oui, tout à fait. Bon, alors on va commencer tout de suite à mettre les deux pieds dans le plat, si j'ose dire. Je vais commencer avec vous, Jean-Olivier. Quel est votre premier sentiment? Quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez éteint votre télé à la fin de ce documentaire et du débat qui a suivi? Il faut dire déjà que j'avais eu l'occasion de le voir en anglais, donc effectivement en français, certains des éléments que je n'avais pas pu saisir en fait ont été plus clairs. Ce que je veux dire avant tout aussi, c'est que ce soir, il faut être clair avec les auditeurs qui nous écoutent, on ne clôturera pas le débat en moins d'une heure de temps par rapport au documentaire et à la controverse qui l'entoure, puisque c'est pas tant finalement le documentaire de Monsieur Jacobovici qui est en cause, c'est plutôt la polémique qu'il y a au sein de la recherche scientifique à propos même, puisque c'est pas le documentaire qui est le documentaire ne fait que mettre en évidence les travaux de certains chercheurs. Oui. Donc j'ai rien appris de plus que ce que j'avais vu en américain, si ce n'est que après en fait avoir repris des recherches sur le sujet, j'ai trouvé des éléments supplémentaires qui n'étaient pas en faveur de Monsieur Jacobovici, ou du moins des chercheurs qui ont participé à cette émission. Oui. Voilà. Effectivement, vous faites bien de le préciser. James Cameron a été le producteur de ce documentaire. Hein et Monsieur Jacobovici, seulement le réalisateur. Encore une fois, moi, j'avais déjà insisté la première fois qu'on avait eu ce travail sur la découverte du tombeau de Jésus. J'insiste à nouveau. L'originalité de ce documentaire, à la différence d'un Da Vinci Code ou d'une fiction quelle qu'elle soit, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fiction, il s'agit de découvertes réelles, et il s'agit d'une controverse qui a été mise en lumière du moins portée sur le devant de la scène par un réalisateur et un producteur, mais qui, au départ, est une affaire de spécialistes. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me tourne vers vous, Jean-Sylvain Caillou, votre sentiment? Écoutez, c'est un sentiment partagé, parce que pas sur le fond tellement de l'affaire, puisque je pense que c'est pas vraiment crédible, mais c'est plutôt sur le procédé. C'est vraiment une enquête à charge et c'est un petit peu dommage parce que bon, autant ça aurait pu être rigolo, mais je trouvais certains aspects un peu déplaisants vis-à-vis des contradicteurs de la théorie donc du tombeau de Jésus. Et alors entrons dans le vif du sujet. Quels sont les éléments qui pour vous, alors je poserai la question à l'un et à l'autre, quels sont les éléments qui sont à charge et les éléments qui sont à décharge, c'est-à-dire pour et les éléments contre. On commence avec vous, Jean-Olivier. Je trouverais plus logique de commencer avec Jean-Sylvain si ça ne vous dérange pas, parce que c'est lui qui avait fait la présentation des arguments qui allaient contre, donc je pense que ça serait mieux de commencer par Jean-Sylvain Caillou, à vous donc la main. Écoutez, ce qui va en faveur, c'est la datation du tombeau à partir de son plan. Donc ce tombeau parfaitement avec la période supposée de la mort de Jésus, et il a pu, en tout cas, il a été utilisé jusqu'à environ 70 après Jésus-Christ, et voire un petit peu au-delà. Donc ça colle parfaitement, c'est certain. Voilà, alors après, je vois pas grand-chose qui ne soit pas discutable dans le reste des arguments. Le fait que différents noms, prénoms que l'on retrouve dans la Bible et qui soient présents ensemble dans ce tombeau n'est pas pour vous un fait à mettre dans les arguments pour? C'est pas suffisant, si vous voulez. Bon, parce que très bien, si on part de la Bible pour dire que c'est le tombeau de Jésus, c'est qu'on considère que la Bible dit vrai. Donc Jésus, fils de Joseph et de Marie. Mais d'un autre côté, dans ce tombeau, on a aussi un Judas, fils de Jésus. Et une certaine Marie amenée, qu'on prétend, enfin que les documentaristes prétendent être Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, donc la femme de Jésus. Donc ça va à l'encontre du récit biblique. Donc vous voyez, à la fois on prend des éléments du récit biblique pour identifier le tombeau, et une fois qu'on l'a identifié, on dit que le récit biblique est faux.
Donc c'est un peu une tautologie de ce point de vue-là. Ouais. Cela dit, ça crée un trouble. C'est vrai. Et en ce qui concerne les tests ADN, quel est votre sentiment là-dessus? Alors pour les tests ADN, en fait, d'abord la première chose, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Il fallait faire des tests ADN avec tous les ossuaires. Présents dans le tombeau, ça je suis d'accord avec vous. Et oui, parce que là ils en ont fait sur 2, il y en avait 10. Oui. Donc 6 avec inscription et 4 sans inscription, il y en a un qui est ambigu puisqu'il a disparu. Voilà, alors sinon, pour ceux qui concernent Jésus et la Marie amenée, eh bien on sait qu'ils sont ni mère et fils, ni frères et sœurs. En fait, l'ADN retrouvé est l'ADN mitochondrial, donc qui permet uniquement de déterminer les relations mère-enfant. Oui, d'accord. Alors, directement, donc le documentaire prétend que c'est la preuve pour que Jésus soit marié à Marie amenée. Oui. Pourquoi pas, mais il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire que cette femme peut être aussi sa grand-mère paternelle, ça peut être sa belle-sœur, sa fille, sa petite-fille. C'est exact. Ouais. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Donc ça, c'est pas une preuve en tant que telle. Voilà, c'est une possibilité parmi d'autres. Sachant qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce tombeau, puisqu'on a au moins 4 inscriptions masculines. Voilà, on peut pas déterminer qu'il s'agit comme ça de la femme de Jésus. Ça peut être la femme de Judas, par exemple. Oui, ou la femme d'un autre homme qui est présent dans ce tombeau. Enfin, exactement. Ouais. Vous restez avec nous, Jean-Sylvain Cailloux et Jean-Olivier. Une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer avec vous à faire le tour de ce dossier concernant le tombeau dit de Jésus. À tout de suite. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. L'enquête. Le tombeau de Jésus a-t-il été découvert comme le laisse à croire le documentaire qui a été diffusé sur TF1 mardi soir à 23h20 avec moi 2 archéologues, Jean-Olivier Gransart-Desmond et Jean-Sylvain Cailloux qui est avec nous en direct depuis la Turquie. Jean-Sylvain, Jean-Olivier faisait remarquer tout à l'heure à juste titre, et j'aimerais que l'on s'attarde quelques instants là-dessus, que le style, la forme, on va dire, du documentaire traité entre guillemets à l'américaine ne serait peut-être pas ce qui serait le plus propice quand on aborde des sujets aussi sensibles et aussi délicats. Qu'en pensez-vous? Oui, non, complètement. On sent bien que derrière tout ça, il y a aussi une affaire de gros sous. Et donc, il fallait absolument essayer de montrer que ce tombeau pouvait être le tombeau de Jésus. Et donc, il y a une enquête à charge qui est menée. Et encore, vous savez qu'il y a un livre qui accompagne le documentaire. Oui. Et là, il y a encore des éléments qui tiennent carrément du délire. Avec Par exemple, cette notion du grand complot. En fait, il prétend que la tombe aurait été visitée par les Templiers, qui se seraient approprié le signe en fait qui se trouve à l'entrée du tombeau. Ouais. Qui ensuite aurait été transmis aux francs-maçons. Enfin bon, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a autour de ces assertions. Donc c'est-à-dire que ça repose vraiment sur rien. Il prétend même qu'ils auraient disposé des crânes en triangle pour rappeler la forme donc du triangle qui se trouve à l'entrée de la porte, ce qui est absolument en contradiction avec les données stratigraphiques, c'est-à-dire la position des crânes. Donc voilà un exemple. Peut-être l'un des les plus surprenants. C'est assez curieux parce que certains aspects de la démonstration sont je veux dire, recevables. Tiennent la route, sont solides, paraissent argumentés. Oui, enfin, tout du moins vont
vont dans un sens qui amène à la réflexion, mais disons qu'il y a d'autres aspects qui sont trop accentués. Donc finalement, il discrédite un peu lui-même, à force de vouloir prouver donc que c'est le tombeau de Jésus, il discrédite un peu cette théorie. Ouais. Il en fait un peu trop, si vous voulez. Jean-Olivier Gransart-Desmond, votre opinion, si vous pouviez la développer justement concernant la forme de ce documentaire. Et je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre. Vous avez eu l'occasion de vous pencher dessus? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre. Par rapport à ce que disait Jean-Sylvain, ça me paraît de sortir d'ailleurs de ce qui est présenté dans le documentaire, au sens où là je pense plus trop que les chercheurs le suivent sur ce plan-là. Je suis tout à fait d'accord concernant l'histoire du fait qu'il y ait certains aspects qui soient recevables, mais pas d'autres, en particulier parce que s'il avait voulu vraiment faire je parle du documentaire, s'il avait voulu vraiment faire un travail de recherche et mettre en évidence les travaux de recherche qui avaient été effectués, il aurait fait en sorte de présenter à la fois les arguments et à la fois les contre-arguments. Le seul élément d'ailleurs qui est sorti du débat, du pseudo-débat, disons, qu'il y a eu après, c'est ce qu'a dit Monseigneur Di Falco à ce sujet, qui était qu'à trop vouloir prouver, on finissait par ne plus rien prouver. Et effectivement, en fait, on pourrait tout à fait aussi bien faire un documentaire qui soit tout aussi crédible quand on le regarde, prouvant l'inverse de ce qui est présenté. Donc, par rapport à ça, ça pose un problème, parce qu'un travail de recherche, il va faire en sorte de voir les arguments qui sont pour, mais voir aussi les arguments qui sont contre. Évidemment. Et de voir si les arguments qui sont contre continuent à être... à résister. À être argumentés, voilà. Oui, et si c'est le cas, à ce moment-là, les arguments qui vont pour, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Donc, il faut arriver à trouver là où il n'y a pas la faiblesse, en mettant l'ensemble des éléments en ligne de compte. Un exemple concret, on part du principe, dans ce documentaire, qu'il s'agit du tombeau familial. Déjà, on part d'une hypothèse de départ. Bon, ça, pourquoi pas. Mais si on part du principe que c'est le tombeau familial, Jean-Sylvain mentionnait tout à l'heure les tests ADN, effectivement, si on le fait sur l'ensemble et qu'on se rend compte que sur l'ensemble, finalement, il y a plus d'une personne avec lesquelles il n'y a pas de relation, en particulier avec les hommes, on peut difficilement conclure au fait que ça soit un tombeau familial, et donc ça remet en cause l'ensemble du reste de la théorie. Oui. Par ailleurs, il est question de Matthias. Or, Matthias n'est pas censé être quelqu'un qui soit directement de la famille. Donc là aussi, ça pose un problème par rapport à l'histoire du tombeau familial. Parfois, on se réfère au texte, et puis parfois, quand ils ne conviennent pas, on va dire que oui, mais non, il y a une autre solution qui peut être proposée. Donc, il y a énormément de faiblesses, en fait, dès qu'on va commencer à chercher l'ensemble des éléments. La plus grande étant la suivante, qui est que, je ne sais pas si Jean-Sylvain pourra confirmer ou non, mais des ossuaires notés Jésus, fils de Joseph, il n'y en a pas qu'un seul qui aurait été retrouvé. Il y en aurait entre 2 et 4. Alors, je ne sais pas quel chiffre exact, mais dans certains articles, j'ai trouvé 2, dans d'autres, j'ai trouvé 4. Toujours est-il que s'il y en a plus d'un, ça pose déjà problème. Effectivement. Jean-Sylvain Caillou, c'est vrai? Oui, enfin, disons, à ma connaissance, celui-ci est le deuxième. Ah oui, ce qui est déjà un de trop, finalement. Enfin, un de trop. Oui, enfin, disons que... Il y en a deux, c'est pas le premier. Parce que, voilà, ça c'est certain, c'est pas le premier. Ouais. Tout à fait. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres... comme le disait Jean-Olivier, donc la présence de Matthieu ou Matthias dans le tombeau, qui ne serait pas de la famille de Jésus, et donc le documentaire nous laisse entendre qu'il serait de la famille de Marie. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais s'il est de la famille de Marie, qu'est-ce qu'il fait dans ce tombeau? Je veux dire, normalement, la femme va dans le tombeau du mari, mais le frère de la femme n'a aucune raison de figurer dans ce tombeau. Il doit avoir son propre tombeau, ou s'il n'est pas marié, il doit être enterré avec ses parents. Oui. Donc voilà, ça par exemple, on n'a pas soulevé ce problème. Alors, Jean-Sylvain Caillou, puisque vous avez écrit une thèse sur les tombes de Palestine, donc vous connaissez bien ce sujet-là. Ouais. Les tombes de cette époque-là précisément, elles sont comment? Je veux dire, qu'est-ce qui se faisait à cette époque-là concernant les tombes? Qui y mettait-on? Comment le faisait-on? Faites-nous une sorte de résumé de ce qui se passait pour qu'on puisse faire une comparaison avec ce qui a été découvert. Bah, si vous voulez, la tombe est un exemple classique de tombe juive, donc du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a une salle à peu près cubique,
avec en bas des parois latérales des niches donc qui mesurent à peu près 2 mètres de longueur, dans lequel on disposait les cadavres. Et puis donc au bout d'1 an, il y avait une cérémonie au cours de laquelle on récupérait les os, puisque la chair avait disparu, et on rassemblait ces os dans des petits coffres en calcaire qu'on appelle donc des ossuaires. Et ces ossuaires étaient disposés normalement dans d'autres niches qui sont taillées dans la paroi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire parallèlement à la paroi, et ou alors dans 1 ou 2 des loculi, c'est-à-dire les niches qui sont au plus bas, les plus longues, du tombeau. Voilà, donc ça coïncide bien avec les inhumations de l'époque. Et est-ce que il y avait des inscriptions à l'entrée des tombeaux, ou c'était la façade était lisse, sans inscription particulière? Alors non, sur la façade en général, il n'y avait pas d'inscription à Jérusalem. Enfin, à notre connaissance, bon, on en a retrouvé quelques-unes, mais qui ne correspondent pas vraiment à cette période. Non, c'était plutôt sur les ossuaires qu'il y avait des inscriptions. Et alors, sur les ossuaires, quelles inscriptions y inscrivait-on? Le nom de la personne décédée, j'imagine? Oui, exactement. C'est pas systématique, sur à peu près 1 millier d'ossuaires répertoriés, on dispose d'environ de 200 noms. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est un ossuaire dont il s'agit, et on a l'impression que les noms étaient gravés sur ces ossuaires. Enfin, ce que j'ai vu lors de ce documentaire de Simcha Jacobovici, c'est on a l'impression que ça a été écrit à la va-vite, comme griffonné presque. Il n'y avait pas une sorte de solennité pour inscrire le nom de la personne, non? A priori non, parce que on inscrivait donc les noms juste pour savoir qui était pour éviter les mélanges finalement. C'est pas, il faut pas s'imaginer un sarcophage ou une stèle. Non, c'est vrai que c'était plus presque mnémotechnique. D'ailleurs, ça explique pourquoi seulement 20% des ossuaires environ donc présentent un nom. D'accord. Les autres sont anonymes. Et le fait que ce soit gravé comme ça, comme griffonné à la va-vite, l'écriture est malhabile, mal écrite, ça entraîne des difficultés de traduction, j'imagine. Donc, des possibilités de confusion aussi. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Oui. Alors ça dépend, parce que certains ossuaires ont des inscriptions de bonne qualité quand même. Oui, tout à fait. Et vous pouvez avoir des difficultés donc pour lire le mot qui peut être inscrit en grec ou en araméen. Mais là, je veux dire, par exemple, puisque vous avez vu le documentaire, comme ceux et celles qui nous écoutent, il n'y a pas de doute possible, la traduction a été bien faite, déjà, à la base. Oui, enfin, bon, on peut toujours ergoter sur une lettre ou sur, enfin, globalement, oui, c'est voilà, il n'y a pas d'erreur majeure, quoi. Pardonnez-moi, excusez-moi. Oui, Jean-Olivier. Si je me trompe pas, il y en a quand même un où les spécialistes sont pas trop d'accord pour celui de Marie-Madeleine. On ne sait pas s'il s'agit de 2 femmes ou d'un seul nom qui correspondrait à une seule femme. Ou c'est terminé cette histoire. Non, le problème c'est qu'on a deux mots. On a un prénom, Mariamné, et puis ensuite on a un mot difficilement interprétable qu'on a lu comme étant Mara, ce qui pourrait signifier donc le maître. Mais disons que ça colle pas très bien avec un nom de femme. Donc là il y a une sorte d'incompréhension, quoi. Mais voilà, enfin, ça va pas a priori. C'est plus dans l'interprétation du mot, quoi. Oui, tout à fait. Vous restez avec nous, Jean-Sylvain Cailloux et Jean-Olivier Gransart-Desmond. On s'accorde une pause et on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à discuter ensemble autour de ce dossier concernant le tombeau dit de Jésus. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. L'enquête.
Le tombeau dit de Jésus avec Jean-Sylvain Caillou qui est en direct avec nous depuis la Turquie et Jean-Olivier Gransart-Desmond, tous deux archéologues. Jean-Olivier Gransart-Desmond, dites-moi, ce genre de découverte doit être traité avec, selon vous, de quelle manière et surtout en termes de communication extérieure? Parce que le problème est là finalement. Oui, tout à l'heure vous avez posé la question des éléments à charge et à décharge. Justement, concernant les éléments à décharge, j'aurais tendance à dire que il faut avouer que quand M. Jacobovici explique dans le documentaire qu'il est anormal qu'il y ait 2 poids 2 mesures par rapport à l'histoire de l'ossuaire de Caïphe, mais ça peut se poser pour d'autres choses, il faut avouer qu'effectivement, autant on peut apporter des contre-arguments ce soir par rapport à la thèse émise, autant pour des éléments qui sont déjà censés être sûrs, c'est pas forcément si sûr puisqu'il n'y a pas eu autant d'attention qui a été portée et autant finalement de recherches qui ont été posées dessus. Mmh. Donc la forme de communication qui a été prise pour arriver à mettre la question du tombeau de Jésus en avant, effectivement pas la meilleure. À la rigueur, il aurait mieux valu faire comme dans d'autres documentaires d'Arte, montrer les 2 aspects ou rester prudent sur la façon dont la chose est amenée, puisque ça ne respecte pas du tout la démarche scientifique en termes de communication. On ne voit que les arguments qui arrangent et on est plus dans la croyance finalement que dans une véritable démarche scientifique. Le souci, c'est que finalement, c'est un peu la même chose dans beaucoup des recherches archéologiques qui ont été menées concernant des problèmes aussi sensibles. Oui. Mmh. Mais également, comme le signalait Jean-Sylvain Caillou, à la lumière de ce qu'il nous a dit sur le livre qu'il a lu, le documentaire en fait n'est que la base d'une théorie beaucoup plus folle qui a été développée par la suite. C'est pour ça que je ne m'avancerai pas sur l'histoire du livre, parce qu'il est très possible que le documentaire qui a été fait, encore une fois, avec des chercheurs, le point important, il est là, c'est que ce documentaire ne repose pas sur les idées de M. Jacobovici. Oui. Ce documentaire, il repose aussi sur les idées de James Tabor, il repose sur le travaux. Alors, les statistiques qu'on fait intervenir, le statisticien est quand même beaucoup plus prudent quand on voit le petit livret qui est fourni depuis le site internet de la tombe de Jésus, le site internet américain, où il y a effectivement un certain nombre de postulats qui sont présentés. Donc c'est la façon dont les données ont été manipulées là, à ce moment-là, mais je ne pourrais pas vous dire si elles ont été manipulées par M. Jacobovici ou par les chercheurs qui travaillent là-dessus. Mmh. Là-dessus, je pense que peut-être que Jean-Sylvain sera plus à même de vous répondre. En revanche, pour ce qui est du livre, d'abord ne l'ayant pas lu, je ne m'avancerai pas, mais il est tout à fait possible qu'effectivement, par la suite, M. Jacobovici et les personnes qui travaillent avec lui soient partis sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur le documentaire, et donc, là en l'occurrence, les hypothèses émises par les chercheurs avec lesquels il avait travaillé. Oui. Jean-Sylvain Caillou, franchement, ce que vous nous avez dit du livre, c'est-à-dire la pelote que, comme ça, dévide tout doucement Monsieur Jacobovici en partant de cette découverte pour en arriver ensuite aux Templiers, ensuite enchaîner avec les francs-maçons et Dieu sait quoi d'autre, est quand même un échafaudage extrêmement fragile et finalement peu scientifique. Ah oui, non, c'est pas du tout scientifique, si vous voulez. Hein. Dans le procédé, donc souvent il prend une hypothèse minoritaire. Enfin, je reviens un petit peu sur le sorte de triangle donc qui orne qui est au-dessus de la porte du tombeau. Oui. Donc tout de suite dans le documentaire on prétend que c'est un signe donc qui renverrait à Jésus et qu'on retrouverait dans d'autres ossuaires, d'autres tombes pour indiquer que les morts donc qui étaient disposés dans ces ossuaires étaient des chrétiens. Là, pas du tout. Enfin, je veux dire, je crois que tous ceux qui travaillent un peu sur les tombeaux vont vous dire qu'il s'agit en fait d'une forme assez simple d'un fronton, c'est une sorte de d'ornement architectural qu'on retrouve souvent sur les temples grecs, qui à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ se retrouve aussi sur les tombes de certaines tombes de Judée, et en dessous vous avez un cercle qui correspond très probablement à une couronne de fleurs stylisée qu'on retrouve pareillement sur d'autres tombeaux. Ah oui, donc il ne faut pas aller chercher plus loin dans la symbolique finalement. Non. Enfin, si vous voulez, c'est une symbolique. Oui. Déjà en tant que tel, c'est une symbolique parce que ce fronton qui rappelle le temple grec,
et là aussi pour appeler une certaine forme de résurrection. C'est-à-dire que si un mort est disposé dans un temple, ça veut dire qu'on le considère pour partie comme un dieu. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, ça ça apparaît dans le monde grec au IVe siècle avant Jésus-Christ, et ensuite ça devient de plus en plus courant. Et au 1er siècle après Jésus-Christ, donc vous avez toujours cette signification, mais qui est quand même beaucoup plus diluée, quoi. Vous avez aussi un aspect esthétique qui rentre en compte. Oui. On va prendre une hypothèse, Jean-Sylvain Cailloux. Vous, lors d'un de vos périples, admettons, vous tombez sur cette tombe. Monsieur Jacobovici n'est pas encore passé par là. C'est sur vous que ça tombe. De quelle manière est-ce que vous procédez? Bon, vous entrez dans cette tombe, vous découvrez ces ossuaires, et qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre démarche pour qu'on comprenne bien ce qu'il aurait dû être fait ou ce qui doit être fait? Si vous voulez, non, ça a été à peu près bien fait. Il faut rappeler que c'était une fouille de sauvetage, c'est-à-dire que donc c'est au moment de dans un temps limité, donc. Voilà, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ce qu'il faut faire évidemment, c'est recueillir les objets en les localisant dans la tombe. D'ailleurs, à ce propos, ce qui est intéressant de signaler, c'est que la plupart des ossuaires étaient regroupés 2 par 2. Et donc ce qui laisse penser que en fait il s'agissait de couples. Donc mari et femme. Donc ça, on n'en parle pas dans le documentaire. Ça aurait été intéressant de dire, voilà, tel ossuaire, par exemple, l'ossuaire de Judas a été mis à côté de l'ossuaire de Marie. Enfin, voilà, on aurait aimé avoir plus d'informations. Oui, là, c'est vrai. C'est un élément qui manque cruellement. Vous pensez donc, parce que si je vous comprends bien en vous écoutant entre les lignes, c'est que, par exemple, celui de Jésus était avec un autre, il y avait un autre ossuaire à côté de lui, qui ça sert pas trop l'hypothèse qu'on défend, on n'en parle pas. Le doute existe, puisque en tout cas, il y a un doute, il y a un doute. Alors, ça a été, dans la publication italienne, ça figure sûrement. Bon, moi, j'ai pas pu me la procurer et la consulter pour le moment, mais en tout cas, c'est pas repris dans le documentaire. Oui. Et vu le style, la forme du documentaire, on imagine bien que si ça avait pu servir l'hypothèse, ça aurait été évidemment mis en avant. Oui, je pense qu'il y a je crois que c'est une certitude, oui, tout à fait. On peut le parier sans trop craindre de se tromper, quoi. Oui, non, je crois qu'il n'y a pas de problème. On a fait intervenir tout ce qui était de l'ordre du possible pour servir cette thèse. Donc, oui. Oui. Alors, donc, vous situez exactement la disposition de tous les objets dans ce tombeau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a des études qui sont faites au musée, notamment sur les os, c'est ça qui est très important. Alors là, ils ont expliqué à un moment, d'ailleurs dans le documentaire, qu'une étude ostéologique avait été entreprise, mais ils en parlent pas. Alors là encore, j'ai pas pu consulter la publication officielle. C'est quoi une étude ostéologique? Alors, c'est-à-dire qu'on étudie les os pour déterminer, par exemple, l'âge du défunt. Bon, le sexe, c'est plus difficile dans ce contexte, mais peut-être qu'on peut y arriver. L'âge du défunt, ses maladies, éventuellement, dans ce qui nous intéresse ici, dans le cas du tombeau de Jésus, et de sa famille, on aurait pu déterminer s'il y avait des traces de crucifixion. Par exemple, si on plante un clou dans les dans mains, le poignet, ou dans les on en pieds, voit des traces, ça laisse des traces. C'est un boulot de médecin légiste, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Parfois, on retrouve même le clou, hein. C'est arrivé. Oui, d'accord. Donc, il y a ce travail qui est fait. Et puis, en même temps, vous voyez, il y a un problème aussi à Jérusalem, c'est-à-dire que depuis les toutes premières fouilles de tombeaux, donc les juifs orthodoxes, c'est-à-dire les ultras, en fait, réclament que les ossements soient réenterrés. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, maintenant, on ne peut plus, ou alors très difficilement, procéder à des analyses parce que les os ont été mélangés. Donc, maintenant, c'est difficile. Ah oui, donc on ne peut plus avoir accès aux pièces à conviction pour rester dans le vocable d'une enquête policière. Oui. C'est-à-dire que, normalement, pour faire les analyses ADN, et avoir vraiment une analyse complète, on aurait dû analyser les os et peut-être même les dents, ce qui aurait sans doute été ce qui est mieux. Mais comme les os ont disparu, on est obligé en fait de frotter le fond de l'ossuaire pour recueillir vraiment des écailles d'os et essayer de tirer le maximum de renseignements de choses infimes. Voilà. Bon. Et alors,
Ensuite, une fois que vous avez procédé au test, que vous auriez procédé au test ADN de tous les ossuaires, déjà vous, en tant que Jean-Sylvain Caillou, vous regardez évidemment les inscriptions sur les ossuaires, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Vous étudiez tout cela, donc vous notez ça scrupuleusement, et le fait de compiler comme ça dans la même tombe des noms éminemment célèbres que l'on retrouve tous dans la Bible crée un certain sentiment, j'imagine. Ah bah évidemment, ça peut pas laisser indifférent. Mais par ailleurs, il y a aussi des noms qui ne figurent pas dans la Bible et qui tendent à démontrer donc fortement qu'il s'agit en fait du hasard en fait. Hein. Les noms bibliques sont extrêmement courants, donc on peut les retrouver par ailleurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà retrouvé un tombeau avec un Jésus, fils de Joseph. C'est pas du tout improbable. Oui. Ce qui serait intéressant, Jean-Olivier, je vous en prie. Ce qui serait intéressant, mais comme l'a dit Jean-Sylvain, le souci c'est que maintenant on a quand même des ossements, et ça avait été d'ailleurs précisé dans le documentaire, puisque les personnes qui avaient fait l'étude sur les ossements avaient mentionné que l'état des ossements ne permettait pas d'avoir une qualité de résultat excellente. Une chose qui pourrait être très intéressante et qui aurait dû être faite dès le départ, c'est déjà d'établir les liens de filiation de l'ensemble des personnes du tombeau. Bien sûr. Parce que si effectivement il y a un lien de filiation, alors là l'étude statistique devient intéressante. Mais voyez sur quoi ça repose. Ça repose déjà sur cette question-là. Si la réponse est négative, à ce moment-là, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Oui, Effectivement. tout à fait. Oui. C'est-à-dire... D'ailleurs, moi, je me suis amusé avec un ami polytechnicien à faire un petit calcul de statistiques, mais en prenant un autre aspect que celui qui avait été développé donc dans le documentaire. C'est-à-dire, si on est vraiment favorable à l'hypothèse donc du documentaire, si on considère qu'il y a 5 hommes dans le tombeau et 2 femmes, en réalité, on a simplement une chance sur 200 pour que la généalogie qui est proposée par le documentaire soit la bonne. C'est-à-dire qu'on ait un Jésus accompagné de 2 frères et marié à une certaine Mariamnée qui aurait eu un fils qui s'appelle Judas. En fait, c'est une possibilité sur 200. Donc, vous voyez, c'est pas acquis du tout. Et même si cette possibilité s'avère être la bonne, rien ne nous prouve que cette Mariamée est en réalité Marie-Madeleine. Ça repose sur une homonymie entre donc cet ossuaire et un texte qui apparaît au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc tout ça est quand même très très lointain. On a reçu un SMS d'un auditeur qui demande pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas dans le tombeau pour finir correctement le travail. Pour les raisons qu'on vient d'expliquer, justement, entre autres. C'est que il y a plus d'ossements. Oui, et puis surtout le travail a été bien fait, faut pas croire. Hein. Oui. Non, la fouille israélienne a été bien menée. Bon, après simplement le documentariste a essayé de tirer un petit peu plus que ce qu'on peut en dire, quoi. Oui et non, parce que le souci quand même, c'est que si les études avaient été, je veux dire, pas spécialement pour ce tombeau-là, hein, de façon générale, il y a d'autres résultats qui ont été obtenus où il y a une relation biblique, alors que finalement, si on oppose les mêmes contre-arguments que ceux qu'on peut opposer là en ce moment, il est possible que les hypothèses tombent. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce 2 poids 2 mesures où il y a une levée de bouclier par rapport à ce documentaire, mais finalement, là où ce documentaire pourrait être sain, on va dire, c'est que s'il pouvait apporter la même levée de bouclier par rapport à toute hypothèse émise pour que vraiment le travail se fasse de façon la plus objective possible, ça serait bien. Oui, tout à fait. Jean-Olivier, est-ce que dans ce mode de fonctionnement, et je suppose que ça a dû exister même dans une histoire récente, contemporaine, dans le monde de l'archéologie, il y a d'autres cas comme ça semblables où la communication, la recherche du sensationnel a primé finalement sur le scientifique? Oui, vous avez effectivement un certain nombre de cas. Alors, pas forcément par rapport à la recherche d'un sensationnel, mais j'avais eu l'occasion d'évoquer, parce que je le connais d'assez près, l'affaire Sésostris III qui concernait l'Égypte et l'achat d'infos, où
Ce qui est important là, en l'occurrence, c'est qu'un élément minoritaire, là, à l'inverse de ce qui se passe pour le documentaire de Monsieur Jacobovici, au départ était pris comme étant quelque chose qui n'était pas à retenir, et finalement s'avère être l'hypothèse juste, valable, qui était que finalement, effectivement, ce Sésostris était un faux. Mais ça allait à l'encontre. Il y a eu des rapports qui ont été faits par certaines personnes bien placées qui empêchaient d'arriver à accéder à une certaine vérité. Il y a eu, dans un autre domaine que celui de l'archéologie, en paléontologie, un documentaire sur l'évolution humaine, qui est très intéressant, mais c'est pareil, la façon dont le documentaire est amené là est plus proche du documentaire de M. Jacobovici, où l'hypothèse est intéressante, mais tous les arguments vont dans le même sens. On n'a pas vraiment les contre-arguments. C'est un problème assez récurrent finalement de certains types d'hypothèses qui peuvent être intéressantes, mais qui, telles qu'elles sont amenées, sont complètement décrédibilisées parce que on ne va que sur des arguments dans le même sens, alors que la démarche scientifique impose que vous ayez à la fois les arguments pour et les arguments contre pour qu'on se rende bien compte que l'ensemble des hypothèses ont été envisagées. Bien sûr. C'est pas uniquement dans un seul sens que ça a été fait. Tout à fait. Jean-Sylvain Cailloux, là finalement on a l'impression que l'affaire est bouclée. Or, Jean-Olivier l'a bien précisé dès l'ouverture de ce deuxième volet de cette enquête que on n'aurait pas la réponse ce soir. Ça veut dire que à ce moment-là, vous considérez qu'il y a encore une possibilité dans un sens, c'est-à-dire pour que ce soit réellement le tombeau du Jésus de la Bible, comme ça peut ne pas. Tout le problème, c'est que ça devient un problème de croyance. C'est-à-dire que là, archéologiquement parlant, c'est une hypothèse ultra minoritaire, mais vous pouvez toujours avoir des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vont prendre parti pour cette hypothèse. Donc effectivement, le débat n'est pas forcément clos. Je pense qu'on va en entendre parler encore longtemps. Il faut rappeler qu'à Jérusalem, on a déjà 2 tombeaux de Jésus. L'officiel qui est le Saint-Sépulcre. Oui. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'en fait, personne n'en parle. Je veux dire, pour contrer cette hypothèse, personne ne dit que on sait que c'est le Saint-Sépulcre et qu'on peut le prouver. Donc déjà, vous avez plus ou moins un doute qui plane sur ce Saint-Sépulcre. Oui. Et vous avez un autre tombeau qui s'appelle le Garden Tomb, qui a été donc découvert au milieu du 19e siècle, dans les années 1860, et qui depuis lors est considéré comme le tombeau de Jésus par certains protestants, notamment américains. Mais qu'est-ce qu'on a découvert dans ce second tombeau qui accrédite la thèse du tombeau de Jésus? Tout simplement, il se trouvait près d'un rocher où vous avez des aspérités qui font penser à un crâne, et donc on a pensé qu'il s'agissait du fameux Golgotha qui est signalé dans les évangiles. Oui. Et en fait, la forme du tombeau montre qu'il ne peut pas du tout remonter à l'époque de Jésus, mais il n'empêche que en fait le site est toujours visité par des pèlerins et voilà quoi. Ah oui, il n'y a pas plus d'éléments à charge que cela. Enfin, il y a que ça qui fait dire que. Oui. Disons qu'à l'époque de sa découverte, je dirais que c'était presque suffisant. Ensuite, c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on a rajouté une meule, c'est une sorte de disque de pierre pour qui aurait servi à la fermeture de la tombe, mais qui n'était pas là à l'origine, en essayant de coller au plus près qu'on connaissait à l'époque donc de ce que pouvait être la tombe de Jésus, mais c'est à peu près tout. Mais vous savez, même pour le Saint-Sépulcre, il y a pas mal d'éléments archéologiques qui mériteraient discussion. Mais pour le moment, il faut reconnaître qu'il y a eu très peu de remise en cause du site, même si, comme je vous le dis, on pourrait quand même discuter de nombreux arguments. Oui. Scientifiquement parlant, effectivement, ce n'est pas suffisant. Là-dessus, comme n'importe quel chercheur, je suis toujours sceptique face à des hypothèses nouvelles, mais même face à n'importe quelle hypothèse qu'on va me proposer. Donc, si j'ai pas d'arguments solides, je peux pas arriver à travailler. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, je citais au départ que on n'aurait pas de réponse ce soir. C'est parce que d'une part, certaines des preuves, comme celle des tests ADN,
seront très difficiles à faire, donc il y aura toujours des ergotages, donc scientifiquement parlant, on risque de ne jamais avoir de réponse satisfaisante. Ouais. Et le seul élément fin qui finalement été apporté, mais ça n'a pas été vraiment vu comme ça jusqu'à présent, c'est que ça serait une remise en cause de ce qu'on pense être établi, ce qui serait justement une bonne attitude, une attitude de chercheur, de se dire, bon, mais il faudrait peut-être qu'on revoie un bon nombre des croyances finalement qu'on avait, plutôt que des éléments argumentés objectifs sur cette histoire biblique. C'est-à-dire, on fait très fréquemment appel au texte. Oui. Alors que quand on fait une étude archéologique, c'est pas le texte qui va donner la réponse, c'est le matériel qu'on a. C'est le croisement après de l'ensemble des sources qui, si elles vont dans le même sens, apportent effectivement, statistiquement parlant, une réponse des plus probantes. Mais voilà, il faut dissocier chaque méthode de travail parce qu'elles sont très différentes, elles se complètent, mais on peut pas faire de la tautologie en prenant un texte pour prouver l'archéologie ou en prenant l'archéologie pour prouver les textes. Et ça, c'est ce qui, en particulier d'ailleurs dans le documentaire aussi, mais pas que dans le documentaire, dans l'ensemble des recherches qui ont été faites pour la Bible, à une époque, on utilisait même l'histoire de l'Antiquité proche-orientale pour arriver à prouver les éléments bibliques. Oui. Vous voyez Oui. Il y a aussi un élément intéressant. Oui. À un moment dans ce documentaire, il signale le fameux ossuaire de Jacques, frère de Jésus. Oui. Alors ça, ça va dans le sens donc de ce que vous dites. On n'en finira pas de ce soir, parce que cet ossuaire donc qui a été présenté comme authentique il y a quelques années, a depuis lors fait l'objet d'une quantité d'analyses. Plus d'une vingtaine d'experts donc se sont prononcés très clairement en disant qu'il s'agissait d'un faux. Enfin, tout du moins que la seconde partie de l'inscription, donc frère de Jésus, était un faux. Il n'empêche que Jacopo Vici le prend comme étant un authentique. Oui. Pour étant un authentique et s'en sert dans son argumentation. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il rajoute une couche en disant que, en analysant la patine de cet ossuaire, on peut déterminer qu'il provient du tombeau de Talpiot, et donc il aurait été trouvé avec les autres ossuaires comportant les noms de Jésus, Marie, tout ça. Bon. Ok, mais en fait c'est pas vrai. Je veux dire, son analyse montre simplement qu'il a la même patine, mais cette patine a été donnée par le banc rocheux, en fait, le calcaire dans lequel est taillé le tombeau, et donc il peut tout à fait provenir d'un autre tombeau situé à proximité. Oui. Dans le documentaire, on voit d'ailleurs d'autres ossuaires qui sont trouvés dans un tombeau situé à 20 mètres. Et si on fait la même analyse avec les ossuaires trouvés à 20 mètres de là, on pourrait presque, si on est de mauvaise foi, conclure que ils étaient en fait au départ dans le même tombeau. Bah tout à fait, puisque en fait les éléments chimiques seront les mêmes. Sont les mêmes, évidemment. Donc il n'y a aucune preuve, et comme le quartier de Talpiot a été en grande partie construit dans les années 80, on peut supposer qu'il y a eu d'autres tombes d'entrouvertes et d'autres ossuaires qui ont fini sur le marché d'antiquité. Donc voilà. Mais vous voyez, donc on a beau avoir démontré qu'il s'agissait d'un faux, après si vous partez de la théorie du grand complot, vous pouvez toujours remettre en cause les avis autorisés et considérer quand même que l'ossuaire est bon. Jean-Olivier. Oui, d'ailleurs, concernant cet ossuaire de Jacques, il faut savoir que Monsieur Oded Golam, qui en était le propriétaire, qui l'aurait acheté sur le marché de l'art, avait été mis en accusation pour faux. Il y avait eu un documentaire qui avait été fait d'ailleurs sur cette affaire où on avait retrouvé clairement un nombre de faux de tout type, d'ailleurs, autant des sceaux que des céramiques, même des fragments de céramique, des petites statuettes, etc. Donc, alors ça, c'est pas du tout mentionné dans le documentaire. Alors pourtant, c'est quand même quelque chose d'important, parce que si on trouve si cet ossuaire est utilisé alors qu'il provient d'une personne qui est connue comme faussaire, c'est un peu gênant. Quand même, un petit peu, oui, effectivement. Mais là, on ne peut pas suspecter ces ossuaires qui ont été découverts comme étant des faux, ou les inscriptions comme étant fausses. Non, pas ceux-là. Ceux qui ont été trouvés là, dans ce tombeau précisément. Pour 9 d'entre eux, parce que donc le 10e a été apparemment subtilisé, quoique, si j'ai bien compris, Amos Kloner disait que on pouvait peut-être l'avoir dans les entrepôts, puisque lui, il l'avait encore sur son registre. Je ne sais pas si
l'ossuaire a été retrouvé depuis lors. Mais effectivement, 9 d'entre eux sont assurés provenir de la tombe. Le 10e, soit il est subtilisé, mais il a bien été retrouvé. Ce qui me surprend, c'est que si mes souvenirs sont bons, il n'y avait pas d'inscription qui avait été indiquée dessus. Oui. Donc là, qu'il y en ait même un qui sorte en admettant que la première partie soit bonne, il a quand même une inscription, ce qui ne semble pas être le cas de ce qui avait été recensé. Ouais. Là, je sais pas, il faudrait, Jean-Sylvain, il faudrait que vous donniez confirmation si effectivement c'est bien le cas ou si j'ai loupé un épisode, comme on dit. Non, c'est tout à fait le cas, mais ce qui est encore plus drôle, si vous voulez, c'est que donc ils comparent cette ossuaire avec celui qui aurait été retrouvé dans la tombe et ils disent ils ont à peu près les mêmes dimensions. C'est-à-dire que la notion de l'à peu près, elle est quand même de plus de 3 cm. Alors pour un ossuaire, c'est énorme, si vous voulez. Donc clairement, ça veut dire que c'est pas le même ossuaire. C'est-à-dire on peut pas se tromper de 3 cm quand on mesure un ossuaire. Ouais. Donc il faut encore, on s'assoit un petit peu dans ce documentaire sur la rigueur scientifique, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, il faut dire les choses. Ça ne peut pas être l'ossuaire qui était dans ce tombeau. Et voilà. Pour conclure, Jean-Sylvain Caillou, après je vous donnerai la parole, Jean-Olivier. Pour conclure, Jean-Sylvain, sur la forme, ce documentaire et la thèse que défend Simcha Jacobovici, le réalisateur de ce documentaire, on peut dire que la manière dont il sert son hypothèse la dessert et que donc on ne peut pas lui accorder le crédit. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Bon, que dire de plus je crois qu'on a déjà un petit peu fait le tour de la question. Sinon que il y avait donc ce débat après concernant le documentaire avec Monseigneur Di Falco. Oui. Mais moi j'étais un peu surpris parce que en fait la vraie question était de savoir s'il fallait croire en une résurrection du corps ou simplement de l'âme. C'est la vraie question que doit se poser l'Église. Et en fait, je trouvais que donc Monseigneur Di Falco était très prudent, même excessivement prudent, parce que je crois que même si on avait trouvé effectivement le tombeau, est-ce que pour autant ça remet en cause toute la chrétienté? Je n'en suis pas sûr, mais oui. Enfin voilà, c'est pas à moi d'en parler. Oui. Forcément autorité. Jean-Olivier Grand-Sardesmont, même question pour vous. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Sylvain. Je rajouterais simplement concernant le documentaire en lui-même que si seulement ça pouvait obliger, disons, à une plus grande rigueur scientifique en archéologie pour qu'on évite de dire après qu'on peut dire ce qu'on veut en archéologie, ce qui est faux. On ne peut pas dire ce qu'on veut en archéologie. Malheureusement, il faut avouer qu'un certain nombre d'études ou d'hypothèses sont souvent pas vraiment étayées sur grand-chose, y compris celles qui sont présentées comme étant sérieuses. Donc, si ça peut, du fait qu'il y ait eu une mise en lumière et un débat, etc., si ça peut faire en sorte qu'on aille de plus en plus vers une rigueur, et je dis bien une rigueur, mais pas simplement utiliser par exemple les statistiques ou la datation carbone 14, n'importe comment en disant oui, c'est de la physique, donc c'est forcément plus juste que ce qu'on va pouvoir amener comme analyse stylistique ou stratigraphique, etc. Ce serait déjà une bonne chose de gagner. Après, concernant le débat religieux, effectivement, ce n'est pas aux archéologues de se prononcer sur ce sujet. Bon, j'avouerai quand même que j'étais assez surpris qu'on fasse appel à Monseigneur Di Falco pour une présentation de ce genre-là après un tel documentaire. C'était pas vraiment la personne la plus appropriée, puisqu'il s'agissait quand même normalement d'un documentaire au départ concernant l'archéologie, voire l'histoire. Donc c'est pas la personne la plus appropriée. Mais sinon, je partage l'opinion de Jean-Sylvain, c'est-à-dire je ne suis pas certain que ça remette en cause la foi, puisque là, il s'agit de croyance, il ne s'agit plus d'avoir des preuves matérielles ou non. Voilà, et là, on n'est plus dans le domaine du scientifique. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Olivier de votre participation à cette émission. Merci également à Jean-Sylvain Caillou qui était avec nous donc en direct depuis la Turquie. Vous êtes pour un congrès, je crois, donc bonne fin de congrès, puis on se retrouvera, je l'espère, l'un et l'autre dans un autre numéro des Aventuriers de l'étrange concernant l'archéologie. L'émission se termine, on se retrouvera demain de 22h à minuit et cette fois
fois-ci, demain, nous quitterons le Moyen-Orient. Je vous emmènerai en Inde avec un personnage fascinant, Éric Sablé, qui est directeur de collection aux éditions Dervy, qui est auteur de nombreux livres sur la spiritualité hindoue. Quelqu'un d'absolument extraordinaire qui nous fera part notamment de ses rencontres avec les sadhus, vous savez, ces moines errants, et qui nous emmènera à la découverte de la spiritualité hindoue, qui est aussi étonnante que fascinante. Merci à Mathieu qui a signé la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, et Pierre Massias qui m'aide à construire cette émission. Rendez-vous donc demain, 22h, minuit.